Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on accueille le roi de l'analyse fondamentale, le roi de l'analyse quality d'entreprise. Bienvenue à toi, Roman. Le roi quand même, tu me jettes des fleurs, dès le début de l'épisode, non, non, pas tant, pas le roi, un passionné, d'analyse fondamentale en effet et de quality, et c'est vrai que j'ai peut-être démarré, peut-être un petit peu tôt, mais il y a des gens qui font ça depuis bien plus longtemps que moi et donc non, non, vraiment je me mets pas sur un tel piédestal, mais merci quand même pour les gentils mots. Effectivement, un petit peu de modestie de sa part, évidemment. Donc, forcément, de la part de Roman, c'est habituel. Euh, Est-ce que tu pourrais juste te présenter ton parcours en quelques minutes pour ceux qui ne te connaîtraient pas et surtout, qu'est-ce qui t'est venu à investir en bourse? Ouais et ben, écoute, j'ai démarré, du coup, tu vois, je te disais, ça fait pas si longtemps que ça, finalement, c'est 2017 que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la bourse. Et en fait, j'avais une activité en ligne depuis un petit moment. En fait, je travaille en ligne depuis 2012 et ce qui s'est passé avec les business en ligne, c'est que tu as des revenus qui sont assez explosifs, mais qui sont aussi assez fluctuants et du coup, tu te retrouves à un moment où tu te dis: «Ah ouais», tu sais, pendant très longtemps, moi, j'avais cette mentalité de me dire: «Je vais vivre à 100 de mon business en ligne et c'est ça qui va me rendre libre». Et un jour, quand notamment j'ai fait un burn-out, quand j'ai commencé à voir en fait que Facebook m'avait bloqué mes pubs et que du coup, je gagnais plus d'argent, notamment parce qu'à l'époque, je faisais de l'e-commerce. Je me suis dit: «Bah, en fait, c'est bien, d'avoir un business, mais en fait, nos business sont fragiles» et du coup, il fallait que j'ai une autre solution, tu vois? Parce que je pouvais pas trop compter en plus sur la retraite française. J'avais commencé déjà à m'expatrier, à partir de 2016 et c'est là que je me suis dit: «Il faut que je me crée ma propre retraite» et la meilleure manière que j'ai découvert, enfin voilà, en regardant un petit peu, ce que faisaient les gens les plus riches de ce monde, puis j'étais déjà un peu au courant que finalement posséder des actifs, avoir, des parts dans des vraies sociétés, c'était une des meilleures manières de s'enrichir sur le long terme et c'est là que, j'ai commencé à acheter mes premières actions, tu vois? Et au début, c'est vrai que, bah, j'ai tout de suite été attiré en fait par l'idée des dividendes parce que moi, c'était pas, tu vois, l'idée, c'était pas de me dire je veux être riche à 50 ans, c'était de me dire je veux créer une autre source de revenus que mon activité principale. Et je veux que cette source de revenus, même si elle est petite, ben, au moins elle me rassure, elle me dit bon, bah, si jamais, regarde, ton activité principale, tes revenus baissent, mais regarde, à côté, tu as tes dividendes qui tombent et tu as une autre source de revenus qui n'a rien à voir avec ton travail, qui va pouvoir se développer avec le temps et elle n'a rien à voir avec ton travail et elle va pouvoir augmenter si tu arrives à mettre un peu plus de capital. Donc c'est comme ça que j'ai démarré en 2017 avec l'idée de me créer une autre source de revenus passive, sécurisée et croissante. J'aime bien ces trois Évidemment. mots-là parce qu'ils sont importants. C'est vraiment l'idée, c'était que voilà, ça soit sécurisé, que quoi qu'il se passe, bah, ça continue de tomber, que ça soit croissant. Donc, j'ai découvert que les dividendes, ils pouvaient augmenter avec le temps, donc super. Et évidemment passif, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de travailler pour gagner cet argent-là. Évidemment, c'est des sommes qui sont plus petites qu'un travail, mais ça n'a rien à voir en termes de comparaison puisque dans un travail, tu passes du temps à bosser, alors que là, finalement, c'est ton capital qui travaille pour toi. Ah, c'est vrai, c'est totalement vrai. Enfin, notamment quand tu investis en bourse, c'est sûr que c'est pas créateur de richesse. Souvent, j'ai des personnes, en, dans mes messages privés Instagram qui me disent qu'ils veulent vivre de la bourse. Alors c'est vrai que c'est, un petit peu compliqué, je pense surtout au départ, quand tu as un peu pas beaucoup de capital, mais c'est vraiment, un accélérateur de richesse et je pense que c'est ce que tu c'est pour ça aussi que tu as lancé, l'investissement en bourse et c'est là où tu en es aujourd'hui. Tu nous as pas forcément parlé aussi de ce que tu fais un petit peu, sur YouTube, la méthode Trident notamment. Est-ce que tu as envie Ouais. d'ajouter quelques mots par rapport à ça? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est, tu vois, ça va rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'au bout d'un moment, quand, en effet, tu cherches à comment dire? Avoir une solution qui te rapporte de l'argent et ensuite investir ce capital en bourse et l'idée de dire, on pourra en débattre, mais c'est vrai que je pense qu'on est globalement d'accord là-dessus. L'idée de vivre de la bourse et d'en faire son activité principale, donc juste, avec de l'investissement, c'est très compliqué. Il y a quelques traders, il y a quelques personnes qui arrivent à le faire ou alors c'est des gérants de fonds qui ont des milliards et cetera, mais c'est extrêmement compliqué et donc l'idée, c'est plutôt d'avoir un métier sur lequel tu te concentres, donc une manière de gagner ton argent et une manière de l'investir. Moi, pendant très longtemps, ma manière de gagner de l'argent, c'était les business en ligne. Donc, j'ai commencé en donnant des conseils. J'étais coach sportif en ligne, en fait. Je donnais des conseils notamment sur la gymnastique. Ensuite, j'ai transitionné sur de l'e-commerce. Donc, j'ai fait beaucoup d'e-commerce. Et donc, c'était ce moment-là où je faisais beaucoup d'e-com, tu vois. Et je me suis rendu compte que je passais plus de temps, en fait, à consulter mon portefeuille boursier et à me renseigner sur les différentes entreprises, à améliorer les choses que sur mes e-commerce, donc sur mon site e-commerce, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, OK, bah, vraiment, il y a peut-être une transition à faire. Ça a l'air de te passionner beaucoup plus l'investissement en bourse. Il y a plein de gens en France qui connaissent absolument pas, qui sont pas du tout au courant que ça existe. Et tu as appris plein de choses parce que tu vois, j'ai commencé en 2017 et j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2019. Donc c'était au bout fin 2019.
Donc, c'était vraiment au bout d'environ 2 ans et demi de recherche intensive en passant facile 4-5 heures par jour à lire des articles, à me renseigner. Je me suis dit, bah, il y a quand même un truc à partager, tu vois. Et d'ailleurs, à la base, je voulais pas partager forcément la bourse. En fait, je me suis juste dit, je vais faire une chaîne YouTube et je vais parler de mon expérience parce que ça faisait à peu près 10 ans que j'étais sur le business en ligne. Et je me suis dit, je vais parler de comment j'ai gagné de l'argent, comment je suis arrivé à économiser de l'argent et comment j'investis l'argent. Parce que finalement, c'est les 3 piliers qu'il faut avoir dans la vie. Et moi, j'en maîtrisais que 1 sur 3, tu vois. Au début, je savais que économiser de l'argent. Enfin, non, plutôt au début, j'ai arrivé à gagner de l'argent avec les business en ligne. Après, j'ai appris un petit peu à économiser et enfin, j'ai appris à investir. Et du coup, j'avais envie, tu vois, j'avais pas ces 3 éléments-là au début. Je me suis dit, les gens qui démarrent, ils auront besoin sûrement de mon retour d'expérience et peut-être pouvoir donner quelques conseils, aider des gens. Et là, en fait, ce qui est fou, c'est que ce qui a tout de suite pris beaucoup plus, c'est la bourse, en fait. C'est-à-dire que les conseils que je donnais sur gagner plus d'argent et économiser plus d'argent, les gens ont pas forcément beaucoup réagi, même s'ils ont trouvé ça sympa. La bourse, tout de suite, après, c'est tombé aussi une question de timing parce que ma première vidéo, du coup, qui a bien marché, c'était pendant la crise du Covid. Donc, forcément, il y a plein de gens qui cherchaient à investir, qui étaient chez eux. Donc, là-dessus, j'ai eu un bon positionnement. Et du coup, crise du Covid, la vidéo sur la bourse explose. Donc là, moi, j'étais encore au stade où j'avais appris pas mal de choses, mais j'étais encore à un niveau assez débutant. Je partageais beaucoup de choses gratuites sur YouTube. Et au bout de 6, 7, 8 mois, tu vois, à répondre à tous les messages, à faire beaucoup de choses, je me suis dit, OK, YouTube, ça suffit plus. Il faut que je crée une structure pour expliquer de A à Z aux gens comment je m'y prends pour sélectionner mes actions, comment je m'y prends pour investir en bourse et comment eux aussi, de leur côté, ils peuvent le faire. Et c'est là, donc en septembre 2020, que du coup, j'ai lancé la méthode Trident, quoi. Et c'est là où je voulais en venir, évidemment, parce que quand on a préparé le podcast, tu as eu l'envie de me passer aussi le système d'analyse Trident pour que je vois un petit peu, pour qu'on en discute un peu ensemble. T'es très, en fait, pour les auditeurs qui nous écoutent, moi j'adore Thibaut parce qu'on avait, du coup, je l'avais invité à la rencontre Trident, donc pas de cette année, mais l'année dernière. Et j'avais adoré échanger avec toi parce que souvent, on échange avec des gens qui ont un niveau, tu vois, d'investissement boursier débutant. Donc, en fait, tu répètes un peu des choses assez basiques, tu vois, les intérêts composés, pourquoi cette entreprise est un peu plus qualitative que celle-ci. Et toi, en fait, ce que j'avais adoré dans notre échange, je ne sais pas si tu te souviens, dans un petit déjeuner le matin, Oui. tu étais rentré dans J'ai raté mon train lecture à et tu cause de m'avais toi. dit, ouais, et tu m'avais dit, ouais, t'as vu les marges d'Intel, t'as vu ce qui s'est passé sur machin. Et j'avais beaucoup aimé. Et c'est rare, en fait, d'avoir ces échanges-là avec quelqu'un. Donc là, en préparation du podcast, quand tu m'as dit, je vais préparer un truc et je vais essayer de te poser des questions un peu techniques, je me suis dit, génial. Et du coup, je t'ai envoyé en effet le nouveau système que j'ai mis en place. C'est un système, en fait, qui est en constante évolution. Même la méthode Trident, tu vois, depuis septembre 2020 à, du coup, là, maintenant, on est 3 ans et demi plus tard. Le système a constamment évolué. Donc, on a gardé quand même le concept de base, tu vois, qui est pourquoi Trident. Les gens me posent souvent la question. Parce qu'il y a 3 étapes. C'est du coup l'analyse quantitative, Oui, qualitative j'allais y revenir justement et là, juste ici. la partie prix, tu vois. Et du coup, là, ce C'est que je ça t'ai que envoyé, j'ai c'est la partie quantitative. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, c'est effectivement cette partie-là, justement d'avoir ce système partie par partie, parce que si on fait l'inverse, par exemple, si on commence par le prix, on va se retrouver avec des entreprises qui ne sont pas forcément bonnes quantitativement ou qualitativement. Mais là, vraiment, le fait de passer par du quantitatif, donc avec les chiffres, tu élimines déjà énormément d'entreprises. C'est ce que font à peu près les 80 à 90% des investisseurs. Ils gardent 2-3 chiffres quantitatifs, mais là, tu vas plus Après, loin et on va plus beaucoup, loin. tu vois, c'est Oui. intéressant ce que tu dis parce que beaucoup d'investisseurs, justement, mettent la partie valorisation dans la partie quantitative, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne font pas forcément de séparation. Donc, en fait, dans leur Mm. système, ils vont en effet exclure via des critères de prix certaines entreprises. Et moi, je préfère en fait voir le prix à la toute fin. Et ça, c'est un vrai choix parce que même des sites, tu vois, assez connus comme Guru Focus, si tu regardes le Guru Focus Score, ce qu'ils proposent, leur système de scoring, il y a une partie des points qui vient de la valorisation. Donc, Oui, qui non, est déjà pris en compte. C'est-à-dire que l'entreprise peut être d'extrême qualité, mais si elle est mal valorisée en ce moment, l'entreprise va perdre des points. J'avoue que j'aime pas forcément ce système-là, même si Guru Focus, je trouve qu'ils sont assez équilibrés sur leur système de points là-dessus. Mais le problème de ça, c'est qu'en effet, tu peux passer à côté de certaines boîtes parce que, je sais pas, par exemple, tu te dis, je veux que des PER en dessous de 20. Et en fait, l'entreprise, ça se trouve, elle est à 21, 22. Et en fait, c'est justifié qu'elle soit à 21, 22, tu vois. Donc, moi, je préfère vraiment me dire, c'est quoi les Ouais. plus belles boîtes du monde? Et à la fin, OK, est-ce que le prix, il n'est pas Et quitte à délirant, tu avoir vois? une watchlist, et puis Bien attendre sûr. quelques. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu sais que l'entreprise elle est vraiment de qualité, donc à nouveau au niveau des chiffres et au niveau de l'histoire, tu peux te faire une watchlist un petit peu au niveau des prix. Et si l'entreprise est vraiment surévaluée, te dire bon bah c'est pas pour tout de suite, mais je sais que celle-ci, si elle revient à un prix intéressant, elle passe tous mes filtres et donc potentiellement je vais me positionner dessus.
Exactement. Et ben c'est ce que j'ai beaucoup aimé de ton système quand je l'ai regardé et je pense qu'il y a aussi quelques, questions, techniques comme tu l'as dit que j'aimerais te poser, en tout cas des questions qui sont, poussées. La première c'est, notamment dans les marges. Donc tu vas regarder les marges sur, 10 ans, ce qui est, je pense un des meilleurs critères et ce que je suis aussi en train de changer sur, mon système d'analyse. Essayer de prendre des marges sur un temps long plutôt que sur un temps court. Alors le plus dur, c'est notamment l'extraction de données, mais on reviendra pas là-dessus dans ce podcast. Mais pourquoi, si tu prends les marges sur 10 ans, tu reprends les marges sur 1 an, alors que ça pourrait être, juste simplement du résultat exceptionnel, Alors, tu vois, je sais pas si tu as eu la bonne version parce qu'en plus, c'est toujours un truc que, au moment où je t'ai envoyé la vidéo, j'étais encore en train d'améliorer le système. Mais tu vois, là, je suis en train de regarder, je suis sur le fichier, je suis passé sur des marges à 5 ans, finalement. J'ai D'accord, essayé de partir sur 5 ans. En fait, souvent, on a ce débat entre 1 an, 5 ans, 10 ans. Sur certaines métriques, je vais utiliser le 10 ans, 50, 1 an. Donc typiquement sur, le ROS, sur la croissance des ventes, sur la croissance du bénéfice, la croissance du free cash flow. Et le dividende, alors le dividende, je ne vais pas prendre sur 10 ans, je vais prendre que sur 5 ans, 1 an. À chaque fois, il y a une vraie justification. Si on reste sur les marges, pourquoi je suis parti sur 5 ans? Euh, alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste pour la note. Ensuite, je vais évidemment aller analyser l'évolution des marges sur le long terme, tu vois, et regarder justement la tendance, etc. Et donc, quand je fais sur le long terme, généralement, je suis sur des données qui sont sur 20 ans et je vois si ça part ou pas dans le bon sens, tu vois, sur un horizon de 20 ans. Mais 5 ans, je trouve que c'est le bon compromis. Tu vois, je sais que GoFocus utilise beaucoup 3 ans, notamment sur les croissances. Moi, 5 ans, je trouve que c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on a quand même de l'historique. Tu vois, c'est pas des marges, c'est pas une année exceptionnelle. Et en même temps, 10 ans, on a un peu le souci que si tu fais une médiane sur 10 ans, si l'entreprise, imaginons, avait des très bonnes marges il y a 9 ans, il y a 8 ans, il y a 7 ans, et qu'en fait, sur les 5 dernières années, ça s'est détérioré, tu ne le vois pas forcément. Donc, moi, médiane 5 ans, je trouve que c'est le meilleur compromis, notamment pour juger des entreprises, tu vois, qui, peut-être il y a 10 ans, étaient vraiment peu profitables et galéraient vraiment, tu vois, au niveau de leur marge. Et depuis ces dernières années, ça va beaucoup mieux. Je pense à, je sais pas, un Netflix ou tu vois, des boîtes qui étaient plus en mode startup et qui désormais, là, commencent à poster des chiffres avec des free cash flow, avec des marges positives. Donc, je veux pas trop les handicaper. Tu vois, si je prenais sur 10 ans, finalement, ces entreprises-là, je les handicaperais trop. Donc, pour moi, 5 ans, je sais pas ce que tu en penses, je trouve que c'est un bon compromis. ouais, c'est un bon compromis effectivement, si on prend sur les 5 dernières années, c'est vrai que ça fait un lissage. En fait, le but, dans tous les cas, que ce soit 5 ou 10 ans, c'est vraiment le lissage parce que, on peut avoir peur un petit peu du résultat exceptionnel, notamment sur les marges sur 1 an donc mais simple question, du coup, tu retrouves où ces marges sur 10 ans? Parce que je sais que, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne savent pas, d'ailleurs sur Moonink, c'est pas disponible. Donc, j'imagine que tu utilises, Guru Focus peut-être pour, Ouais, alors moi j'ai plusieurs fournisseurs de data parce que je trouve que malheureusement, il n'y a pas un fournisseur qui arrive à tout bien faire. Et en effet, alors j'ai beaucoup de data, on va dire, sur ce score là qui est sur. Du coup, je vais te dire une bêtise, je vais regarder le nombre. Je l'ai fait un peu évoluer le nombre de critères. Euh, je suis sur 60, donc j'ai 74 points. Mais du coup, tu sais, j'ai ce fameux barème que j'ai vu d'ailleurs d'autres personnes reprendre sur le fameux vert, bleu, rouge. Donc, c'est-à-dire que 74, en fait, il faut diviser par 2 parce que c'est 37 critères. Du coup, ça fait 37 critères. Et en fait, quand une entreprise va avoir une note verte, ça va lui faire gagner 2 points. Quand c'est bleu, ça va gagner 1 point. Donc, je considère que le critère est moyen. Et rouge, ça va être 0 point. Donc, c'est assez simple comme façon de voir les choses. Mais ça permet, en fait, justement, rapidement avec l'œil, de voir les inconvénients potentiel d'une entreprise. Donc, dès que je vois du bleu, je sais, ah tiens, sur ce critère-là, l'entreprise est un peu moyenne. Et dès que je vois du rouge, je me dis, ah, sur ce critère-là, l'entreprise est pas ouf. Et après, d'accord. sur les fournisseurs, j'essaie toujours de trouver le meilleur fournisseur pour chacune des données que j'essaie de récupérer. Donc, une grosse partie, ça va être GoFocus. Je trouve qu'ils sont très bons sur les retours sur investissement. Ils ont un scoring qui est sympa. Ils ont beaucoup de données sur les marges et justement, ils peuvent aller te faire des médianes, etc. Donc, c'est beaucoup là-dessus que j'utilise pour le market cap. Tu peux même aller personnaliser des trucs. C'est-à-dire que typiquement, je suis allé avec GoFocus, tu peux carrément créer en fait comment dire, des calculs où, par exemple, je prends le free cash flow et j'enlève les stock-based comp. Je ne sais pas si tu as entendu parler des stock-based comp qui sont les compensations salariales. Et souvent, en fait, donc c'est carrément un espèce de bug comptable de ne pas prendre en compte en fait ces compensations salariales. Et là, je peux aller chercher le free cash flow en prenant en compte les compensations salariales, donc en le déduisant. Et donc, j'ai mon free cash flow net de stock-based comp. Et donc, ça, c'est hyper important pour certains chiffres. Donc, en effet, D'accord. GoFocus, j'utilise beaucoup. La croissance, j'aime beaucoup utiliser FastGraph. Je trouve que FastGraph est meilleur sur la croissance que GoFocus. Et sur le dividende, j'aime beaucoup SimpliSafe. Mais malheureusement, ils n'ont pas les entreprises européennes. Donc, je vais des fois utiliser FastGraph lorsque je n'ai pas la donnée sur SimpliSafe.
je vais aller la chercher sur FastGraph. Donc, des fois, j'ai une sorte, tu vois, aussi de outil de backup. Mais c'est vrai que franchement, pour un particulier, c'est compliqué. Oui, Moi, c'est ça, c'est que ça coûte cher. je dois dépenser 10 000 € par an, tu vois, en outils. Et encore, je suis pas au niveau. Tu vois, il y a des outils, enfin, il y a plein d'outils encore que je paye pas. Et j'essaie de rajouter de plus en plus d'outils quand je vois qu'ils sont intéressants. C'est vrai que pour un particulier, c'est compliqué. Et c'est aussi un peu pour ça, tu vois, que j'ai voulu créer la méthode Trident. C'était de dire, ben voilà, pour 300 € par an, vous allez pouvoir accéder aux mêmes données que moi. Qu'un particulier, ça vous coûterait 10 000 € d'y accéder, tu vois. Donc, c'était un peu donner aux particuliers plus de poids et qu'ils soient capables, finalement, avec un investissement qui reste raisonnable, de pouvoir analyser des boîtes. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais un particulier qui se dit, OK, je veux surperformer le marché et qui achète 10 000 € par an d'outils, s'il investit 20 000 €, bah, en fait, tu vois, ça va être très compliqué d'être rentable sur cet investissement parce que les outils peuvent être assez rapidement chers. Et malheureusement, il n'y a pas un outil qui fait tout. C'est ce que j'ai essayé un peu de recouper dans la méthode Trident, mais souvent, tu vas acheter un outil et il va être très bien sur un critère, mais pas forcément sur les autres. Donc là, j'ai l'avantage un peu finalement de prendre l'argent de tout Tu as le tous monde et les de pouvoir prendre plus d'outils. Ouais. Ah bah, c'est bien. Mais j'imagine, alors, c'est quelque chose, c'est un outil qui est encore plus au-dessus. Mais l'outil de Bloomberg, est-ce que tu en as entendu parler ou pas? Ouais, carrément, Mmh. carrément. J'en ai entendu parler. Le nec plus ultra, tu vois, quand tu veux vraiment aller pousser le truc à fond. Je crois que ça coûte 35 000 $ par an, un truc comme ça. Donc, Mmh. je regarde. Après, je suis pas sûr, tu vois, parce qu'en effet, quand tu cherches de la data, et moi d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup aux entreprises qui fournissent la data. On va dire qu'il y a 4 grands fournisseurs. Il ne faut pas que je dise de bêtises parce que là, je le fais de tête. Mais en gros, tu as Bloomberg, tu as FactSet aussi qui a d'excellentes sources de données. Et en fait, moi, souvent, j'utilise encore des sites qui utilisent en fait les données de FactSet. C'est-à-dire plutôt que de payer, tu vois, comme Bloomberg, un truc à 30 000 $, j'utilise FastGraph, par exemple, qui va chercher les données chez S&P Global. Donc, d'ailleurs, je D'accord. suis actionnaire de S&P Global. Donc, finalement, de manière, tu vois, je suis client, mais de manière indirecte. C'est-à-dire, j'achète FastGraph et FastGraph eux-mêmes, ils vont payer S&P Global. Donc, tu vois, il y a des systèmes un peu comme ça où tu peux, Mmh. en tant que particulier, finalement, te retrouver à payer un peu moins cher que si tu vas directement à la source sur S&P Global. Mais évidemment, plus on évolue, tu vois, je suis en train de créer carrément une app qui va chercher les datas, etc. Et là, à ce moment-là, quand tu es sur une application, tu vois, ça sera trop compliqué. Donc là, je devrais Mmh. en effet donner des gros billets, donc soit S&P Global, soit FactSet, soit Bloomberg. Et il me semble qu'il en reste un dernier, je crois que c'est Refinitiv, voilà, c'est les 4 gros fournisseurs de data qui ont vraiment beaucoup de données sérieuses et qui sont capables, tu vois, sur une entreprise, de pouvoir aller te donner un maximum de data. Et Et certaines data sont un peu propriétaires, sont un peu particulières à certains sites. Par exemple, S&P Global, on va avoir la notation mmh. financière, qui est une donnée Donc que je trouve assez mmh. intéressante à aller chercher. Donc tu utilises pas de sites français, par exemple, comme, Zone Bourse, Morning, je pense que ça, Non, c'est non, oui. Mmh. j'avoue que, alors, Zone Bourse, du coup, j'ai jamais, j'ai toujours trouvé bourré de pubs et donc j'ai jamais trop, collé avec le truc. Et pourtant, je pense qu'ils ont quand même des datas assez intéressantes. Mais du coup, je te dis, je suis tombé amoureux à la base de SimpliSafe et après, je suis beaucoup resté sur le marché américain parce que j'étais plus à l'aise, je sais pas, tu vois? Et du coup, j'ai pas trop Mmh. creusé les sites français. Mais en effet, du coup, ça pose un peu un souci pour des clients qui me disent: «Bah, moi, je voudrais analyser, les entreprises comme tu le fais, comment je fais?» Tu vois? Et du coup, C'est je ça le pense problème. Mmh. dans ma formation, créer un module, tu vois, justement, comment analyser une boîte entièrement gratuitement. Il y a quand même pas mal de petites solutions, des petits hacks, des outils qui sont gratuits pendant des périodes d'essai. Voilà, tu vois, si je devais recommander peut-être un seul outil, ça serait quand même FastGraph, je pense. Parce que je trouve qu'en termes de représentation, ils sont très forts à la fois sur la partie valorisation et à la fois en termes de représentation visuelle. Je suis pas forcément fan du créateur de FastGraph parce que je le trouve un peu trop tourné valo. C'est vraiment le mec qui va te dire si l'entreprise elle est au-dessus d'un PER de 15, faut pas l'acheter. Donc, je suis pas forcément Mmh. fan de lui, sa philosophie. Mais par contre, je trouve son outil qui est incroyable. Et je trouve qu'en fait, sans mettre les prix sur les graphiques, tu peux déjà voir une belle évolution. Et FastGraph, il me semble que ça coûte 20 $ par mois. Enfin, tu vois, à un moment, faut Mmh. aussi être sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu prévois d'investir beaucoup d'argent, ton argent en bourse, je pense que ça vaut le coup quand même de payer des petits logiciels, tu vois, qui peuvent être efficaces. Et puis évidemment, dans la méthode Trident, c'est un peu ce que j'essaie de proposer aussi. Tu as un bon rapport qualité-prix pour l'investisseur particulier. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Mais c'est bien que tu le rappelles effectivement que, notamment en France, au niveau des logiciels, c'est globalement limité. Heu, les logiciels sont pas forcément, exceptionnels, notamment en termes de données. Je pense à Morning où, dès que tu es en dessous de 10 milliards de capitalisation, il y a des données qui sont pas forcément claires et tu vas rechercher sur Zone Bourse, c'est absolument pas la même chose. Donc, en fait, je pense que c'est très dur pour, l'investisseur de trouver un bon, fournisseur de données et je pense que les 4 que tu as cités sont vachement intéressants, notamment, on va dire la partie aussi gratuite de Guru Focus. Hem, donc Oui. c'est Ouais, ouais, il y a c'est déjà déjà essayer des d'avoir choses. ce genre de logiciel comme ça, c'est bien. Mmh.
Il y a déjà des choses intéressantes sur GoFocus. Il me semble que j'avais un client qui m'avait dit qu'il avait carrément, en fait, il avait fait l'essai gratuit et il avait, tu sais, tu peux télécharger les fichiers Excel. Donc, en gros, tu fais ton essai gratuit, tu télécharges, tu exportes toute la base de données que tu veux avec toutes les datas que tu veux et tu peux déjà commencer à bosser avec un truc pas mal. Après, voilà, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut aussi bien comprendre à quel niveau. Donc, peut-être que les gens qui nous écoutent ont vraiment envie d'aller très, très loin et sont vraiment passionnés par ça. Mais je pense qu'il faut vraiment être honnête aussi sur à quel point tu veux aller pousser les recherches. Parce que quand tu commences à rentrer dans du traitement de fichiers sheet, honnêtement, c'est un métier à temps plein. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi trouver le truc qui permet à un investisseur particulier en quelques clics, tu vois, d'avoir un résultat qui n'est pas parfait. C'est-à-dire que c'est le 20-80. Il faut un truc, un logiciel qui, en gros, tu fais un petit effort, tu fais 20% d'effort et tu as 80% de l'analyse. Et moi, ce que je fais dans la méthode Trident, c'est que je fais les 20% restants qui, j'estime, sont importants, aller traiter les fichiers, aller extraire toutes les données, vérifier tous les trucs. Mais j'essaie aussi de me dire, voilà, si je devais simplifier au max, si je te dis, OK, tu veux avoir un avis sur l'entreprise, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je pense que je répondrais, tu regardes le fast graph de l'entreprise, tu regardes l'évolution des ventes, tu regardes l'évolution de l'EPS et tu regardes l'évolution du free cash flow et tu peux déjà avoir une idée un peu si c'est l'entreprise qualitative ou pas. Et moi, tu vois, avec le fichier, je vais beaucoup plus loin. Je fais ce travail-là, mais je vais plus loin parce que j'utilise Morningstar, j'utilise GoFocus, je vais chercher les ROI, je vais chercher les marges. Donc, tu vois, je me base pas que sur cette évolution-là, mais je pense que s'il fallait regarder qu'une seule chose, pour avoir un premier avis quantitatif, à nouveau pas qualitatif, mais quantitatif sur l'entreprise, ça serait de regarder l'évolution sur une longue période de temps de ces trois métriques-là. Donc, à nouveau, son chiffre d'affaires, son bénéfice comptable et ses free cash flow. C'est intéressant ce que tu dis. J'avais quelque chose justement par rapport à ça. Est-ce que tu savais que le MSCI World Quality utilisait seulement 3 critères pour juger les entreprises qui sont dedans et a obtenu une surperformance incroyable grâce à ça. Donc, Bien sûr. Bien sûr, j'en ai parlé plusieurs fois comme exemple. C'est un peu mon argument pour dire que les ETF, finalement, qu'il est possible de faire mieux que les ETF. C'est un peu, il me paraît on que va y tu as venir. prévu. On va y venir sur les ETF. Mais en gros, j'utilise souvent le MSCI World Quality comme exemple de finalement d'une application quantitative de critères assez basiques qui permet une surperformance. Donc, c'est un peu mon argument de dire, bah, finalement, voilà, juste en se basant sur 3 critères. Et c'est vrai que ce n'est pas des critères non plus très compliqués. Moi, franchement, je trouve que je vais plus loin que ces 3 critères-là. Et je pense qu'on peut clairement aller plus loin. Et puis surtout, on peut faire une analyse qualitative. On va peut-être en parler, mais je veux dire, l'analyse qualitative que tu peux faire, elle peut vraiment aider à t'assurer en fait une surperformance par rapport aux critères purement quantitatifs. Les critères purement quantitatifs, pour moi, c'est juste, c'est quoi un peu les meilleures boîtes qui ont les meilleurs chiffres, et ensuite aller vérifier est-ce que le business model est vraiment bon. Et franchement, sur C'est une 100 boîtes garantie. qualifiées en quantitatif, potentiellement, je vais en garder à la fin que 20, tu vois, en qualitatif. Parce que je veux vraiment des business models où je peux me projeter sur le long terme et me dire, OK, dans 10 ans, voilà. Et ça, malheureusement, les chiffres te le disent pas forcément, en fait. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Justement, je voulais préciser que il y avait uniquement des critères quantitatifs et pas forcément qualitatifs. Et je pense à ceux notamment qui ont investi dans des banques, par exemple, dans les années 2000. Peut-être qu'ils avaient des critères quantitatifs qui étaient géniaux avec des hausses de chiffre d'affaires, des hausses de marge. Et au final, ils se sont retrouvés à avoir des mauvaises performances parce qu'ils n'ont pas fait l'analyse qualitative du business et ils ne sont pas allés plus loin. Et beaucoup, notamment ceux qui investissent notamment via un PEA, s'arrêtent énormément sur les critères quantitatifs, mais personne ne fait entre guillemets l'effort d'aller faire du qualitatif. Et c'est à ce moment-là aussi que tu te rends compte que les États-Unis t'offrent aussi une plus large variété d'actions, d'entreprises qui peuvent être intéressantes. Oula, alors D'ailleurs, Le PEA, il ne faut pas me lancer sur le PEA, mais en effet, je pense qu'il y a tout à fait des belles boîtes aussi qui existent en Europe que tu peux mettre sur ton PEA, mais c'est vrai que se limiter uniquement au PEA, moi j'ai des gens qui me disent s'il n'y a pas d'action PEA, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est vraiment un biais de domestique, tu vois, le biais domestique qui est pas malin parce qu'en fait, tu passes à côté de superbes boîtes aux États-Unis. Et à nouveau, l'avantage fiscal, c'est bien. Enfin, tu vois, en France, on a vraiment cette obsession de la fiscalité. Alors, c'est vrai qu'on a un pays qui est très imposé et que l'avantage du PEA est cool, mais il faut faire les calculs. Et moi, j'ai fait les calculs sur plusieurs boîtes. Et typiquement, si tu investissais dans une entreprise PEA moyenne versus une entreprise américaine de top qualité, bah, en fait, même avec l'avantage fiscal, tu t'en sors mieux. Tu vois, j'avais calculé, je crois que 2%, si tu fais 1% de surperformance par an, déjà, l'avantage du PEA, il est effacé sur un horizon de 10 ans. Donc, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'était sur 10 ans, peut-être c'était sur 20 ans, mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, et 1% de surperformance, il y a plein d'actions qui font beaucoup mieux que ça. Et quand tu regardes la moyenne du CAC 40, il y a quelques super boîtes, voilà, du Hermès, du L'Oréal, etc. Mais en fait, tu es très vite limité et tu es très axé luxe. Donc, je pense que tu as vite fait de passer sur autre chose. Et je il y pense a que plein de beaucoup de gens, problèmes. malheureusement, en PEA, vont en effet acheter Société Générale, Total.
qui pour moi sont clairement pas des boîtes, on parle pas du tout du même niveau, quoi, et on est en sous-performance en fait par rapport à un S&P 500 sur ce genre d'entreprise-là. Mmh. Et donc, se méfier un petit peu de tout ça. Et tu parlais des banques. Évidemment, alors moi, les banques, je tiens à le dire aussi, le système quantitatif, c'est très difficile de faire un système quantitatif qui va pouvoir noter tout type d'entreprise. Et pour moi, il y a 3 types d'entreprises que mon système ne va avoir toujours du mal à noter. Ce sont les banques, les assurances et également tout ce qui va être REITs, donc toutes les foncières cotées en immobilier. Les banques, les assurances, en fait, c'est des business models hyper compliqués. Souvent, les banques elles-mêmes, elles ne sont pas vraiment capables de expliquer ce qu'il y a dans leur bilan comptable. Donc, en vrai, à moins de travailler dans une banque, d'être vraiment spécialiste là-dedans, je déconseillerais à l'investisseur particulier de mettre des billes dans la banque. Pareil, l'assurance, c'est très compliqué. C'est-à-dire, j'ai lu toutes les lettres aux actionnaires, tu sais, de Berkshire. Et Warren Buffett prend beaucoup de temps à expliquer que justement, c'est très compliqué à comprendre parce que c'est un business model particulier où ils prennent l'argent en amont et ensuite ils l'investissent et ensuite ils ont des. Tu vois, donc pareil, l'assurance, si tu n'es pas assureur ou que tu ne comprends pas bien l'assurance, franchement, c'est des niches pour moi de spécialistes. Et enfin, l'immobilier, c'est Mmh. pareil. Il y a un levier qui est beaucoup plus important. Et donc, sur mes critères, ça ne va pas forcément recevoir des très bonnes notes. Ce que je me permets quand même de noter et sur lequel j'arrive quand même à avoir une note, ce sont les entreprises qui ne versent pas de dividendes. Donc, je les sanctionne. Le fait de ne pas verser un dividende, elles vont perdre environ 8 points, on a dit, sur nos critères. Donc, elles perdent 10-15% de points, tu vois. Mais ça ne m'empêche pas, je peux quand même bien les noter, tu vois. Mais voilà, donc tu vois, Ouais. c'est difficile de faire un système quantitatif parfait qui répond à tous les critères, qui analyse tout type de boîte. C'est juste une première idée et je pense qu'il faut qu'il ait ton biais, en fait, sur le genre de boîte que tu cherches. Il y a des gens qui cherchent, certains, tu vois, tu pourrais tout à fait faire un autre système quantitatif spécialisé, par exemple, dans les boîtes en immobilier ou spécialisé dans les boîtes de croissance et tu Mais ne mettrais pas du tout les mêmes critères que moi. c'est un point intéressant que tu as souligné, notamment sur, la connaissance de l'entreprise, en fait. C'est aussi ça, à quoi sert l'analyse qualitative, de savoir dans quoi tu mets les pieds. Et bah, dans la banque, je ne saurais pas te dire dans quoi je mets les pieds. Heu et aussi, j'invite à faire un exercice pratique à tous ceux qui nous écoutent, d'aller voir la fiche, récapitulative de l'activité d'Euronext. Et là, et notamment, je vois beaucoup de gens qui ont investi dessus, notamment sur le PEA. Et je vous invite à essayer de comprendre ce que veulent dire les personnes derrière. C'est incompréhensible. Et moi, le souci, c'est que, et je le fais pour avoir une surperformance, et je le fais aussi pour ma propre sécurité. Parce que peut-être qu'on viendra là-dessus, mais les biais psychologiques en bourse, c'est terrifiant, et ça tue la performance au final de plein de gens. Il faut, quitte à investir en bourse, il vaut mieux avoir une performance plus faible, mais avec une psychologie plus raisonnée, quoi. Donc, Complètement. Et tu vois, je ne sais pas si tu as vu sur Netflix, ils ont sorti un reportage sur Wirecard, qui était la oui, start-up allemande qui faisait du paiement. Et tout le monde disait, c'est incroyable. En fait, le truc, c'était une fraude. C'était une méga fraude. Et il me semble qu'ils sont montés à 50 milliards de capitalisation. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui achetaient, qui investissaient dans une boîte sur en fait une jolie présentation un peu mignonne. Mais en fait, il y avait personne qui se disait, mais attends, mais cette boîte, je ne l'ai jamais vue dans ma. Tu vois. Donc, moi, c'est un conseil que je donne aux gens, essayez de rester dans votre zone de compétence. Et c'est un conseil évidemment donné par Warren Buffett. Ce qui est important quand tu regardes ta zone de compétence, c'est de savoir surtout les limites de ta zone de compétence. Et quand tu rentres dans des boîtes où tu dis, OK, alors, je ne comprends pas trop ce qu'ils font exactement. Et je ne comprends pas finalement qui sont les clients. Moi, je n'ai jamais utilisé leurs produits, leurs services. Donc, tu vois, rien que soi-même être client du produit ou du service, ou alors, comme je t'ai dit, être client par intermédiaire ou connaître des gens qui sont clients, demander s'ils sont satisfaits du produit que propose l'entreprise, je pense que c'est une manière déjà de se sécuriser. Alors, c'est pas toujours facile quand on est particulier parce que la majorité des boîtes, en fait, des grosses boîtes, sont souvent B2B. Tu vois, elles vont faire du service aux entreprises plutôt qu'au service aux particuliers. Et les boîtes qui font du service aux particuliers, généralement, bon, elles sont très connues, hein, Nike, Apple. Elles peuvent être qualitatives aussi, mais souvent, tu vas avoir plus de boîtes qualité qui font du B2B. Et donc là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué et c'est pour ça qu'il faut travailler un petit peu des fois dans le domaine. Moi, j'ai tendance à pas mal me reposer du coup dans le secteur évidemment que je maîtrise bien, qui est le secteur Internet, la tech. Voilà. Et quand je m'intéresse à des domaines qui sont un peu à l'extérieur de ça, tu vois, tu parlais de banque ou de secteur industriel, rapidement, en fait, je conclus, je dis, ben, l'entreprise a des beaux chiffres, mais est-ce que je suis confiant? Moi, c'est la question que je me pose, tu vois, sur la qualité. En conclusion, c'est est-ce que je suis confiant à 90% que l'entreprise pourra donner de très, très bons résultats sur les 10 prochaines années? mmh, mais Et tu penses pas que c'est prendre un énorme risque, de pas s'exposer à d'autres, secteurs? Je te ah, prends l'exemple, par exemple en 2022-2023, heu, tu vois, par exemple, le secteur de l'énergie, je t'avoue que
après avoir compris l'entreprise, c'est vrai que je ne suis pas forcément dans le business, j'ai pas de personnes que je connais qui travaillent dans l'énergie. Est-ce que, tu laisserais entre guillemets, l'opportunité de t'exposer à l'énergie ou tu ferais différemment? Non, non, moi je suis complètement OK. Alors là aussi, je vais diverger de pas mal de gens et du conseil général qui est de dire, voilà, il faut être diversifié, il faut avoir un peu tous les secteurs. C'est un point sur lequel j'étais pas forcément d'accord avec toi. J'ai écouté le premier épisode où tu disais que toi justement, tu préférais regarder chaque secteur, essayer de trouver, la pépite, le meilleur, comment dire? Le meilleur acteur du secteur en question. Moi, comme je t'ai dit, je peux pas être expert dans tous les secteurs. Il y a plein de secteurs, typiquement l'énergie. Donc on a dit les bancaires, on en a parlé, les assurances, on en a parlé, l'immobilier, on en a parlé aussi. Par rapport aux dettes, c'est compliqué, c'est pas la même manière d'analyser. En fait, si tu regardes les analystes, les vrais analystes, en fait, souvent, ils sont spécialisés sur un secteur et ils maîtrisent très bien le secteur. Donc, typiquement, un spécialiste, tu vois, un analyste du secteur d'énergie, il va analyser Exxon, Chevron, Total et il va pas s'amuser à l'analyser Google ensuite, tu vois. Donc, je pense qu'il faut être réaliste et que se dire que c'est très compliqué pour un particulier de maîtriser tous ces secteurs-là et plutôt aller vers les secteurs soit dans lesquels tu travailles, soit dans lesquels tu as une très très bonne compréhension parce que tu es toi-même utilisateur. Et moi, je suis complètement OK avec le fait de me concentrer sur les secteurs. Déjà parce que, alors il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que cette notion de secteur, des fois, elle est très, comment dire, elle est très réductante. C'est pas français ça. Elle réduit Oui. beaucoup en fait les choses. C'est-à-dire, par exemple, on va dire Apple, OK, c'est de la technologie, tu vois. Sauf qu'en fait, Apple, tu Mmh. peux te demander des fois si c'est pas de la consommation courante, tellement les gens sont addicts à leur téléphone. Tu peux demander si c'est pas de la santé, tellement on est connecté, on a des données sur la santé et peut-être que bientôt on ira voir son médecin, etc. Tu vois. Tu peux te demander si c'est pas du paiement. Alors le paiement, tu peux considérer que c'est de la tech, mais tu pourrais considérer que c'est autre chose parce que justement, tu peux payer avec ton Apple Watch, etc. Ils ont une grosse partie de paiement. Donc en fait, déjà, je trouve que notamment quand on parle de multinationales qui ont des large caps, c'est très difficile des fois de les faire entrer dans un segment. Donc déjà, moi, je réfléchis plus en termes d'industrie. Et je pense que le risque, tu vois, de la tech de manière générale, c'est un risque macro. C'est-à-dire qu'en effet, en 2022, tu as toute la tech qui baisse parce que les taux d'intérêt remontent et tu as l'énergie qui grimpe. Mais en fait, moi, je suis OK avec le fait que pendant une année, je vais sous-performer, tu vois, l'énergie. Je m'en fous. Parce que moi, mon but, c'est pas d'avoir un portefeuille qui reste stable. J'accepte d'avoir de la volatilité. Ce qui compte pour moi, c'est pas d'avoir, à nouveau, contrairement à beaucoup d'analystes qui sont sur le court terme, où le but, c'est de faire mieux sur un an et de sans arrêt changer son portefeuille. Ah, c'est quoi en ce moment la mode? Ok, maintenant c'est l'énergie, donc j'achète de l'énergie. Ah, maintenant c'est les startups non rentables, donc j'achète des startups non rentables. Non, moi vraiment, je me dis, le but c'est que sur 10 ans, j'ai surperformé le marché, donc je sélectionne des entreprises et des secteurs qui ont le maximum de chances de surperformer sur le long terme. Et souvent, Mmh. les secteurs qui ont des fortes marges, qui ont des business models extrêmement solides, eh ben, c'est un petit peu les mêmes, tu vois. Et il n'y a pas tant, pour moi, d'industries qui sont suffisamment qualitatives pour pouvoir rentrer dans mon portefeuille. Non, mais je suis carrément d'accord avec toi sur l'idée de se concentrer sur les secteurs, on va dire, les plus rentables, où il y a la croissance du CA les plus élevées sur les 5-10 dernières années. Simplement, comme j'essaie de me dire un petit peu, c'est que les performances passées, elles ne présagent pas les performances futures. Et me dire que la technologie, dans les 5-10 prochaines années, ce sera le secteur qui va le mieux surperformer, bah, moi, personnellement, j'en sais rien, tu vois? Et c'est ça Alors, non, qui me paraît compliqué. pour moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, alors, alors, sur les performances passées ne prédisent pas les performances futures. Souvent, si. En tout Sur la cas, création du portefeuille, je dis bien, sur les oui, les bien sûr, bien actifs en sûr. général. Je pense que, en effet, je sais qu'il y avait une option sur Morning, je me souviens de plusieurs personnes qui avaient montré ça, c'est de backtest. Donc, évidemment, tu sélectionnes les meilleures entreprises, donc tu as un énorme biais du survivant. Maintenant, je pense que c'est quand même intéressant de regarder en effet si les actions ont surperformé, parce que généralement, notamment si tu as une volatilité faible du cours et que tu as une belle évolution, généralement, c'est signe que l'entreprise a des très belles performances. Et généralement, vu que l'entreprise, en fait, vu que le cours de l'action suit finalement les bénéfices, généralement, si tu as une action qui a très bien performé sur 10 ans, il y a des chances qu'elle continue en fait son ascension si Mmh. elle est bien protégée. Et c'est ça en fait que tu te poses justement la question quand tu fais une analyse qualitative, c'est de te dire est-ce que les résultats passés vont pouvoir se reproduire dans le futur. Mmh. Et en fait, la question que je me pose, moi, pour pouvoir répondre à cette question-là, est-ce que le passé va pouvoir se mettre dans le futur? J'en sais rien. Sauf que en analysant bien une boîte, je peux essayer de déterminer s'il y a des chances, s'il y a plus ou moins de chances que ça se reproduise. Et typiquement, si on prend par exemple l'exemple, je sais pas, d'un Nvidia, typiquement, j'aime pas ce genre de boîte, tu vois, qui vont avoir une croissance explosive, qui est vraiment basée un peu sur, en ce moment, il y a un avantage technologique et c'est ça l'étude en fait qualitative, c'est l'étude des douves. C'est-à-dire à quel point tu es confiant dans le fait que l'entreprise puisse continuer à avoir ses bons résultats. Mais en fait, ça dépend à quel point son business est protégé des concurrents notamment.
et à quel point le secteur évolue de manière générale. Donc, je pense que le secteur des semi-conducteurs est bien fait sur les 10 prochaines années pour évoluer. Maintenant, est-ce que Nvidia va conserver son avantage compétitif? Ça, c'est plus compliqué. Et là, à nouveau, il faut s'y connaître en semi-conducteurs. Il faut bien réaliser est-ce que la boîte a vraiment un avantage, etc. Alors que tu as certaines boîtes, tu vois, que moi, je vais trouver juste incroyable parce que pour moi, il y a une croissance forte. Je te prends l'exemple de Mastercard et Visa, par exemple. Donc, on est sur un duopole, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué pour un nouveau concurrent de venir s'imposer ici. Donc, pour moi, la probabilité que dans 10 ans, ces boîtes-là parviennent à faire une belle croissance, elle est très, très élevée, à 90%. Et je ne vois pas forcément… Enfin, voilà, tu vois, j'ai les deux éléments. C'est-à-dire, j'ai une croissance forte élevée parce qu'il y a de plus en plus de paiements digitaux qui sont en train de se faire avec les CB. Même, il faut savoir, même quand tu payes avec Apple Pay, en fait, c'est quand même relié au réseau. C'est toujours le réseau de Mastercard et Visa qui est utilisé. Et en même temps, c'est extrêmement sécurisé. Donc, moi, c'est ce combo-là, tu vois, que je veux. Une forte croissance, donc tu vois, forte croissance entre 10 et 15%, avec un bel historique et surtout un avantage compétitif qui me rend complètement serein sur le fait que l'entreprise pourra continuer cette croissance-là. Alors, tu as plein de business qui sont beaucoup plus cycliques, etc., quoi. Donc, à nouveau, si tu sélectionnes ces bonnes entreprises-là, peut-être qu'à un moment, elles ne seront plus à la mode, ou etc. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est est-ce que dans 10 ans, elles auront fait ce 10-15% par an de croissance de leur free cash flow. Et la prédictibilité, c'est-à-dire la capacité que tu as à te dire, OK, franchement, je ne vois pas de scénario où cette entreprise ne réalise pas cette croissance-là. Pour moi, elle a beaucoup de valeur et c'est ça que je cherche en fait dans les entreprises qualitatives. D'accord. Et je suis OK avec le fait de me restreindre pour avoir plus de prédictibilité plutôt que de m'ouvrir et d'avoir moins de prédictibilité. Typiquement, tu vois, si je vais dans l'énergie, si je vais dans certains secteurs comme ça, quoi. D'accord, oui. Donc, tu es vraiment sur une analyse uniquement micro dans la construction de ton portefeuille. Et c'est bien, je pense que c'est aussi une bonne stratégie, mais moi, en tout cas, la vision que j'en ai, et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie, c'est que notamment, j'essaie de prendre en compte le risque de la chose. Et je vois au niveau, par exemple, du secteur technologique, que des fois, c'est plus volatile que d'autres secteurs, comme la consommation de base, qui peut me protéger dans certains cas, etc. Donc, en fait, je pense que toi, tu recherches la meilleure performance, quitte à ne pas prendre en compte trop le risque général. Alors que je pense que la vision que j'en ai, c'est que je suis prêt à réduire ma performance. Donc, en allant chercher des entreprises comme dans la consommation de base, dans la santé, qui peut-être ont des croissances de free cash flow qui sont moins élevées, mais par contre, qui ont un business qui est plus stable, plus solide, et de me dire qu'en fait, ce portefeuille, il est plus résilient qu'un portefeuille focus sur les entreprises qui ont la meilleure micro. Alors attention, déjà plusieurs choses. Déjà, je ne suis pas que sur la tech, hein. Je suis carrément ouvert à avoir de la consommation discrétionnaire, mais tu vois, déjà par exemple, Amazon, c'est quoi? Est-ce que c'est de la tech? Est-ce que c'est de la consommation discrétionnaire? Parce que je veux dire, il y a plein de gens qui achètent évidemment plein de produits. Est-ce que c'est de la consommation courante? Il y a des gens qui commandent leur PQ chaque mois sur Amazon, tu vois. Donc, bon, déjà, tu vois, cette réflexion par secteur, elle est très compliquée pour moi. Et ensuite, quand tu analyses, je pense que là où on diffère, en effet, c'est que peut-être que tu analyses le secteur dans son ensemble. Tu vois, tu analyses par exemple la tech. OK, c'est vrai que la tech, ça peut chuter. Mais en fait, dans la tech, il y a plein d'entreprises que j'achèterai jamais. Et ce sont ces entreprises-là qui ont des chutes phénoménales. C'est-à-dire que quand tu parles de la tech, pour beaucoup de gens, la tech, c'est Spotify, c'est DoorDash, c'est tu vois, plein de startups qui ne sont pas profitables. C'est Tesla. La tech, alors que pour moi, Tesla, d'ailleurs, c'est une entreprise qui fait des voitures, mais justement, le grand débat, c'est là. Est-ce que c'est de la tech ou est-ce que c'est C'est une vrai. entreprise qui fait des voitures? Donc, tu vois, fais bien attention parce que pour moi, un Visa et un Mastercard, je vois absolument. Enfin, à nouveau, le risque d'un Visa et un Mastercard n'est pas du tout le même risque qu'un Microsoft, n'est pas du tout le même risque qu'un Apple. Pour moi, c'est vraiment des business complètement différents. Et donc, quand j'analyse le risque, pour moi, c'est pas c'est de la tech, donc ça va chuter. Alors, il y a des gens qui pensent comme ça, mais pour moi, non. Je sais le business, qu'est-ce qu'il fait et quels pourraient être les critères qui le feraient chuter. Et en effet, dans les boîtes technologiques, tu peux avoir des boîtes qui sont plus ou moins exposées aux taux d'intérêt, qui sont plus ou moins exposées aux crises, par exemple. Mais vraiment, typiquement Visa et Mastercard, alors en effet, s'il y a une chute du nombre de paiements, donc il y a une crise, en effet, il y aura moins de gens qui paieront. Mais de manière générale, les gens auront toujours besoin de payer avec leur carte bancaire, tu vois. Donc, pour moi, ça reste extrêmement résilient. Pareil, Microsoft, c'est quand les entreprises sont pluguées sur le cloud de Microsoft, tu ne peux pas arrêter de payer Microsoft, en fait, Azure. La seule solution, c'est si ta boîte, elle ferme. Mais je veux dire, tant que ta boîte, elle reste, et à mon avis, même s'il y a une crise, il y a quand même pas mal de boîtes qui vont rester, et ben en fait, tu continues de rapporter de l'argent à Microsoft. Donc, tu vois, c'est plein de critères comme ça qui me font dire que… Et d'ailleurs, toi, il me semble que tu avais aussi mis une position sur Google. Et même des business comme Google ou Meta, tu vois, qui font de la publicité. La publicité, tu te dis quand même, ça peut à tout moment sauter parce que c'est pas… Mais en fait, tu vois que Google, mec, ils ont traversé 2008 comme ça, ils ont traversé 2020 comme ça. Jusqu'à présent, on n'a pas vu en fait une chute
parce que c'est tellement un média en fait en pleine croissance, en fait, la publicité en ligne, que jusqu'à présent, pour l'instant, c'est vraiment croissance maximum. Mais tu vois, ça fait partie des inconvénients. C'est une tech, tu vois, typiquement Google et Meta. Je me dis, ah, attention, la publicité, ça reste 90% de leur chiffre d'affaires, 90% de leurs bénéfices. Et ça, c'est un truc potentiellement avec une crise, ça pourrait venir à être challengé. Mais à nouveau, tu vois, business par business, le risque n'a rien à voir. Et à nouveau, dans la santé, il peut y avoir des business extrêmement solides. Dans la santé, tu vas avoir d'autres types de risques. J'ai beaucoup analysé notamment Novo Nordisk, qui me semble être la meilleure pharma disponible aujourd'hui sur le marché. C'est celle qui a explosé en plus dernièrement, mais pour des bonnes raisons. Voilà, ils ont un business model très focus, ils sont spécialisés, ils ont des énormes parts de marché. Donc, pour moi, il y a beaucoup de critères qui cochent. C'est une des entreprises les mieux notées sur mon fichier. Maintenant, ce qui fait que pour l'instant, je n'ai pas encore poussé le trigger, c'est que la valorisation est élevée. Et également, tu vois, le côté santé, dès que tu rentres dans la santé, justement, c'est plus compliqué à comprendre. Tu vois, les médicaments, les phases des médicaments, tout ça, comprendre les approbations, etc. Et aussi les risques légaux qui viennent avec. C'est-à-dire que la santé, contrairement à la tech, tu vois, un gouvernement ne peut pas stopper du jour au lendemain le produit d'une big tech. Il peut mettre certaines régulations, elles peuvent prendre des amendes. Mais là, un médicament, si demain le gouvernement américain dit bon, bah, vous n'avez plus le droit de vendre ça, c'est fini. Tu vois, c'est finito. Il peut y avoir aussi des évolutions au niveau du système de santé qui peuvent faire baisser le coût des médicaments et donc faire baisser énormément les profits de ces entreprises-là. Donc, tu vois, à nouveau, je trouve qu'on ne peut absolument pas faire de généralité. Je voulais te donner des exemples concrets pour que ça soit parlant pour nos auditeurs. Mais pour moi, on ne peut pas faire de généralité par secteur parce que chaque secteur, et c'est Peter Lynch qui disait ça aussi, il disait, lui, il adorait trouver des boîtes qui surperformaient dans des secteurs sous-performants, tu vois. C'est-à-dire que tu peux tout à fait prendre un secteur, tu vois, un peu nul, où tout le monde se dit, bon, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, tu vas trouver à l'intérieur une boîte qui a un business model particulier, qui a une mentalité particulière et qui va juste défoncer toutes les autres. Si on prend par exemple Costco, ils ont un business model, ils explosent aux États-Unis et ils commencent à s'implanter en Chine notamment. Ils explosent tous les autres retailers, tu vois, tous les grands commerçants, les Carrefour, tu vois, même les Walmart et tout se font dépasser par Costco parce qu'ils ont un modèle abonnement. Voilà, ils ont trouvé en fait une recette qui fait que quand tu investis dans Costco, ben, c'est pas comme quand tu investis dans Walmart ou d'autres concurrents. Tu vois. Ils ont leur recette à eux qui fait qu'ils sont uniques. Et à nouveau, du coup, tu pourrais dire que c'est un secteur qui est pourri, mais en fait, tu peux trouver à l'intérieur des vraies pépites. C'est vrai que tu pointes la difficulté d'analyser par secteur. C'est vrai que tu as peut-être des entreprises exceptionnelles par secteur qui sont par-ci par-là, qui ne représentent pas la performance globale du secteur. C'est vrai que je suis globalement d'accord là-dessus. Mais du coup, c'est aussi un peu ce que je fais. Mais c'est vrai que je pense que la différence qui est la nôtre, c'est que je m'oblige, entre guillemets, à prendre au moins la meilleure par secteur. C'est-à-dire qu'on fait le même travail micro, je pense. Mais par contre, c'est vrai que moi, je m'oblige à avoir de l'énergie, à avoir de la consommation de base. Et ça ne me pose pas non plus problème de modifier ma répartition en fonction des convictions. C'est-à-dire que la technologie, j'en ai plus, j'ai bien largement surpondéré la technologie par rapport à la communication, par exemple. Donc, je pense que ouais, on a un petit débat là-dessus. Et tu vois, la communication, enfin moi, tu vois, je suis sur SimpliSafe, des fois, il me met des boîtes dans la com et je me dis, mais pour moi, c'est des boîtes de tech. Des fois, enfin, tu vois, tu as des business models tellement différents par catégorie que du coup, pour moi, c'est ça le problème. Même dans l'énergie, tu vois, tu parles d'énergie. Est-ce que tu parles des extracteurs? Est-ce que tu parles des pipelines, tu vois, qui transportent l'énergie? Tu vois, je suis pas un grand spécialiste de l'énergie, mais je sais que j'avais acheté quelques boîtes dans l'énergie sur l'ancien portefeuille. Et en fait, c'est des business models à nouveau très différents. Par exemple, les transporteurs de pipeline ont des revenus extrêmement stables. Et d'ailleurs, c'est un avantage parce que en fait, leur cours est très cyclique, mais leurs revenus sont très stables. Et ça m'intéresse, tu vois, parce que les revenus cycliques fait que tu peux potentiellement avoir plus d'opportunités de les acheter à des prix intéressants. Et le fait que ce soit des revenus stables, ben, contrairement aux grandes pétrolières qui font de l'extraction, et ben, au moins, tu es un peu plus garanti sur le long terme d'avoir des bons résultats. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et même moi, tu vois, je te dis ça, mais même moi, régulièrement, je me dis attention, il ne faut pas être positionné que sur un seul business model, mais toujours, c'est me dire, OK, tu vois, typiquement, qu'est-ce qui pourrait mettre à mal Visa Mastercard? Ça serait par exemple si le gouvernement américain lançait la crypto-dollar et qui décidait de créer un nouveau processeur de paiement. Tu vois, mais ça, le lancement de la crypto-dollar, quel impact ça va avoir sur Apple? Zéro. Alors que c'est de la tech, tu vois, tu pourrais dire, mais en fait, sur les revenus d'Apple, c'est deux business. Tu vois, donc moi, c'est surtout ça que je regarde, c'est que je me dis, j'essaie d'avoir des boîtes, même si ça peut m'arriver d'en avoir qui peuvent avoir des risques similaires. Pour moi, j'essaie surtout d'avoir des risques complètement différents et c'est là que je me sens diversifié. C'est-à-dire que même s'il y a un scénario catastrophe qui arrive, tu vois, mon but, c'est d'avoir une dizaine de boîtes pour vraiment justement avoir une belle performance. Je me dis, même si un scénario catastrophe arrive sur une boîte, ça ne devrait pas impacter les 9 autres parce qu'à nouveau, elles ne sont pas dans le même business model, quoi.
Mais c'est ça qui est aussi intéressant avec les large caps, c'est que c'est aussi généralement des conglomérats. Par exemple, LVMH, a des activités un peu partout, fait aussi du retail, donc c'est vraiment bien diversifié et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas cette question de se poser, comme tu le disais tout à l'heure avec, l'histoire des pipelines et cetera. J'investis sur, Total, par exemple, j'investis sur, des activités qui sont complètement, différentes comme, la production, et l'extraction de pétrole et aussi la distribution, qui sont les 2 parties de son chiffre d'affaires. Donc, vraiment, c'est ça qui est bien aussi et je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est que les large caps, nous permet aussi de, pas de survoler l'analyse, qualitative dans le sens où, il faut quand même comprendre le business, mais on n'est pas là à savoir, le marché des pipelines, en Amérique latine, par exemple, tu vois? On n'est pas obligé d'être ultra focus non plus, mais on peut comprendre en général l'activité d'entreprise. Bah, tu vois, alors là, moi, je vais te challenger un peu parce que moi, Total, tu vois, c'est typiquement le genre de boîte que j'achèterais pas. Et justement, parce que c'est l'énergie, c'est compliqué, ils ont des secteurs un peu partout, ils ont de la pipeline. Donc, tu vois, moi, justement, je me dirais, c'est vrai que tu peux te sentir rassuré en disant ils ont un peu des trucs partout. Mais des fois, moi, justement, je préfère les boîtes, même des large caps. Tu vois, je te parlais de Novo Nordisk. Novo Nordisk, en fait, ils font surtout du diabète. Et de manière générale, j'ai remarqué que plus les entreprises sont focus sur un business model simple, tu vois, Costco, c'est Mmh. quoi? C'est des entrepôts et un abonnement. C'est tout. Et c'est une boîte qui a tout explosé. Il y a plein de boîtes, des fois des plus petites boîtes, hein, c'est pas forcément des large caps, mais souvent, et moi je le vois en business, en fait, ce qui marche, c'est tu as une offre, tu vois, et j'essaie d'appliquer mes propres conseils en business de ce que je recherche dans les boîtes. Généralement, je trouve que les boîtes qui surperforment sont des boîtes qui sont vraiment focus sur une offre et qui ont vraiment, tu vois, donc j'aime pas forcément les boîtes qui sont très diversifiées. Et c'est vrai que Total, pour moi, en fait, je pense que Total, c'est vraiment les seules personnes qui s'en sortent bien avec Total et qui parviennent à faire mieux que le marché. À nouveau, moi, mon objectif, je me suis vraiment lancé ce défi public de battre le S&P 500 sur les 5 prochaines années. Donc, je dois faire très, très attention aux boîtes que je sélectionne. Et je pense que les seules personnes qui surperforment avec Total, c'est les personnes qui ont vraiment acheté à un moment En de crise 2020, ultime. mmh. Donc, je trouve que ces boîtes-là, justement, ça joue beaucoup sur la valorisation. Elles peuvent énormément baisser, mais elles baissent aussi énormément parce que leurs revenus sont très cycliques. Donc, en effet, si tu arrives à choper Total, tu vois, en plein cœur de la crise Covid, comme l'avait fait mon coloc, et que tu te retrouves à un yield de 10% sur ton dividende, et puis tu reprends 100% d'appréciation l'année suivante, pourquoi pas? Mais j'aime pas trop ce genre de boîte parce que pour moi, ça veut dire aussi qu'il faut la revendre ensuite. Tu vois, donc en fait, à nouveau, dès que tu es sur des trucs cycliques comme ça, dans de la construction, je pense qu'il y a Mmh. beaucoup plus c'est beaucoup plus d'une question de timing, etc., de Je positionnement. Alors que quand tu es mmh, sur des boîtes qui sont extrêmement solides et qui parviennent, en fait, chaque année, année après année, qu'il y ait des crises, qu'il y ait des conditions macro, enfin, vraiment, il faut regarder les courbes surface graph. Mais il y a des boîtes, quoi qu'il arrive, ça grimpe chaque année. Et moi, je suis voilà, d'accord. c'est vraiment Mmh. ce genre de boîte que, tu vois, je privilégie. Je suis complètement d'accord avec toi avec l'histoire des monoproduits. Je pense que pour la plupart des entreprises, ça marche bien. Maintenant, des entreprises, par exemple, comme LVMH, c'est pas, elles rachètent une entreprise d'informatique ou elles rachètent une entreprise dans la santé, tu vois? Et je pense que c'est, important d'avoir des synergies, notamment quand elle fait des acquisitions et Mm. c'est là où effectivement on est un peu d'accord. Mais je pense que tu es aussi d'accord sur le fait que, il faut avoir des synergies quand on fait des acquisitions et que les entreprises s'emboîtent bien, quoi. C'est intéressant parce que, alors la synergie, souvent, il faut faire attention parce que ça, c'est un peu du bullshit, tu sais, c'est du comment dire? C'est un truc qu'ils utilisent tout le temps quand ils font des acquisitions. C'est-à-dire les mecs, ils rachètent des boîtes et ils te disent: «Oui, mais vous allez voir, on va créer une synergie, on va être tellement plus fort». Et alors que historiquement, quand tu regardes les stats, tu as 2 acquisitions sur 3 qui ne rapportent rien aux actionnaires. Donc de manière générale, Mmh, si vous avez une boîte en portefeuille qui vous dit: «J'ai racheté une autre entreprise», tu sais qu'il y a 66% de chances que ce soit une mauvaise idée de le rachat, tu vois. Donc après, il faut l'analyser et comprendre. Mais de manière générale, en effet, soit on a des boîtes qui arrivent bien à intégrer. Typiquement, je pense à un Microsoft qui arrive, tu vois, qui a racheté Activision Blizzard. Et généralement, ils ont racheté Minecraft, par exemple, et ça a été un succès. Donc, ils arrivent à bien intégrer à leur offre existante. Ou alors, et c'est le cas d'LVMH, en fait, LVMH, c'est un peu pareil comme pour Berkshire Hathaway, de la holding de Warren Buffett, c'est que en fait, il achète des boîtes et il les laisse se gérer, en fait. C'est-à-dire que LVMH, il faut le voir un peu de ce que j'ai compris. Et j'ai pas une énorme analyse de cette boîte parce que c'est pas, je me suis ouvert que récemment en fait aux entreprises européennes. J'étais focus à nouveau plus sur le marché américain à la base. Mais de ce que j'ai compris, c'est vraiment des espèces de mini startups en fait. C'est-à-dire que chaque entreprise va avoir un pouvoir décisionnaire. Et je pense qu'en laissant, et Warren Buffett est exactement pareil, c'est-à-dire que tu lis ses lettres aux actionnaires, il dit sans arrêt, on a racheté cette boîte-là, le manager est incroyable et je vais le laisser faire tous les choix qu'il veut, les choix les plus justes, tu vois. Et je pense que le VMH, c'est pareil. On rachète des marques, on les met sous comment dire, l'umbrella, le parapluie LVMH, mais en soi, les marques sont complètement
libres de faire leurs propres décisions et de choisir la stratégie qui leur correspond le mieux. Et je pense que c'est super important de garder ça parce que si tu commences à vouloir sans arrêt rajouter des boîtes et à dire, bon, il faut qu'elles aient la même manière de penser que nous, etc., ça peut très très mal se passer. Et j'aime pas les boîtes, typiquement dans la pharma, c'est beaucoup ça. J'aime pas les boîtes qui reposent sur des acquisitions parce qu'une acquisition, ça peut être c'est souvent très compliqué. Ça peut se passer très mal. Ça peut, tu vois, les mentalités des deux boîtes peuvent pas forcément fusionner ensemble. Donc j'avoue que je préfère des boîtes qui ont un business model central et qui vont faire des petites acquisitions. Tu vois, des fois, tu fais une petite acquisition pour renforcer ton offre principale. Pourquoi pas? Typiquement, bon, Microsoft, c'est pas une petite acquisition, mais tu vois, Microsoft, l'acquisition d'Activision Blizzard, ça va venir renforcer la partie jeux vidéo. Pourquoi pas? Mais je me méfie en effet des boîtes. Tu vois, par exemple, AT&T qui rachète Warner Bros. Media. Donc, en gros, une Oui, entreprise ça qui fait n'a de la rien à voir. télécom qui Ça n'a rien rachète à une voir. entreprise qui fait des studios de cinéma. C'est une C'est mauvaise zéro acquisition, et ça a ça. été une catastrophe absolue. Voilà. Donc, ce genre de boîte, ce genre de rachat, faut fuir, je pense. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, on a la même position, je pense, sur les acquisitions, des acquisitions un peu foireuses. Mais c'est vrai que pour le coup, au niveau de LVMH, je pense qu'on peut dire que c'est globalement réussi. Il a réussi à avoir vraiment du luxe, et aussi avoir un peu des supermarchés du luxe, on va dire moyen, quoi, du luxe moyen, moins de gamme et bas de gamme. Et au final, il a réussi à créer des synergies avec ça, et créer un groupe quand même vachement intéressant. D'ailleurs, tu as un avis, vu que tu as analysé LVMH ou pas encore Non, non. À nouveau, on s'est ouvert assez récemment à l'Europe parce que, de manière générale, comme je disais, moi, je trouvais j'avais plus de data en fait sur les boîtes sur les marchés américains. Le marché américain, c'est 60% du marché mondial. Donc, je me dis, s'il y avait un endroit sur lequel il fallait démarrer, sur lequel j'allais pouvoir trouver le maximum de boîtes, c'était le marché américain. Et tu vois, moi, je suis très focus, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'ouvrir à d'autres marchés avant de maîtriser un marché principal. Donc, j'ai beaucoup de pression, évidemment, de mes clients, vu qu'on parle français et qu'il y a ce biais domestique de dire, mais le PEA, les actions françaises, etc. Donc, maintenant, je commence à les rajouter et je vois que, en effet, dans mon système, j'ai quelques entreprises. Donc, pour l'instant, je suis encore sur des capitalisations qui sont assez élevées. Donc, probablement qu'il y en aura d'autres sur des capitalisations plus faibles. Mais en effet, j'ai des entreprises européennes. Alors, il y en avait certaines, en fait, il y a certaines entreprises européennes qui sont aussi cotées sur les marchés américains. Donc, typiquement, un Novo Nordisk, en fait, tu peux l'acheter directement, il me semble que c'est au Danemark, sur la place boursière danoise, mais tu peux aussi l'acheter NVO, c'est le ticker, sur la place boursière américaine. Donc, en fait, les entreprises qui sont sur les places boursières américaines, Total, par exemple, était sur la place boursière américaine, ça fait longtemps que je les avais analysées, tu vois. Par contre, les entreprises qui ne sont pas présentes, du coup, sur les places boursières américaines et uniquement européennes, donc je pense, par exemple, là, tu vois, en qualifié, j'ai Hermès, par exemple, et du coup, j'ai LVMH. Celle-ci, tu vois, elle rentre là maintenant dans mon système et je vais aller un petit peu mieux analyser et comprendre. De manière générale, moi, mon avis sur le luxe, à nouveau, je vais avoir que 10 boîtes, tu vois. Donc, il faut que ça soit des convictions très fortes. Et ce qui me gêne un petit peu avec le luxe, les résultats sont très bons, il y a une très belle croissance. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que je préfère des entreprises qui, en tout cas, moi, c'est ma philosophie aussi dans le genre d'entreprise que j'essaie de créer avec la méthode Trident. J'aime bien les entreprises qui te proposent un prix qui te donne un fort retour sur investissement. C'est-à-dire que je ne comprends pas trop la logique du luxe parce que je ne suis pas moi-même client. C'est-à-dire que moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller lâcher 3000 balles dans un sac à main ou dans une montre. D'ailleurs, les montres, c'est plutôt beaucoup plus cher que ça. Je ne suis pas client, donc je ne comprends pas cette espèce de scarcity. J'ai l'impression que c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme la crypto où ah là là, le Bitcoin, il n'y en a pas, tu sais, c'est le fameux argument, mais dépêchez-vous d'en acheter parce qu'il n'y en a qu'un nombre limité, tu vois. Et j'ai envie de dire, bah ouais, mais enfin, c'est pas pour ça que, enfin, tu vois, ça marche, c'est une émotion humaine qui marche, mais je pense que c'est une émotion humaine qui peut être très fluctuante, tu vois. Et donc, évidemment, si comme Hermès, ça fait des centaines d'années que tu fais ça, donc tu as vraiment un héritage, tu vois, peut-être que je pourrais comprendre, tu vois, si j'allais dans les usines, etc. Mais actuellement, je suis pas du tout client de ça. Et du coup, je préfère une boîte comme Apple où je me dis, putain, j'achète les Mais c'est du produits. luxe, Apple aussi. Et c'est un peu du Alors non, luxe au je suis final. pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est du haut de gamme Apple. C'est très différent. C'est-à-dire que le luxe, le prix n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que le luxe, tu n'as aucun rapport qualité-prix. Apple, c'est du haut de gamme. C'est-à-dire que tu payes cher et sûrement que tu pourrais avoir des composants, tu vois, moins chers ailleurs, mais tu gagnes un certain confort, un certain écosystème. Et Mais moi, je le tu as sais parce que je suis un client. certaines choses du luxe qui reviennent un petit peu quand même sur Apple. Je ne sais pas si tu es d'accord Bien là-dessus. sûr, il y a des petits éléments, tu vois. Des fois, il va manquer certains trucs. Ils vont essayer de présenter ça de manière jolie, mais c'est du haut de gamme. C'est-à-dire que la différence pour moi entre le haut de gamme et le luxe, à nouveau, c'est que le haut de gamme, tu vois, il y a quand même plein de gens qui peuvent s'acheter un iPhone. Et d'ailleurs, il y a plein de gens normaux qui s'achètent un iPhone. Alors, tu vas me dire, il y a des gens normaux qui s'achètent des sacs Hermès, mais c'est souvent, tu vois, une bêtise et enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Donc, pour moi,
Mmh. Vraiment le haut de gamme, et je suis moi-même client haut de gamme. Tu vois, souvent, il y a un mec qui disait, il y a 4 types de clients. Je trouve que c'est un concept important à comprendre. Tu as les gens, ce qu'on appelle les crevards, qui en gros vont chercher le truc le moins cher possible. Donc c'est des gens, ils vont, typiquement, c'est les clients de chez Lidl, c'est les clients, tu leur dis, ça coûte 30 € en avion, ça coûte 10 € en bus. Ils vont prendre le bus, même si le bus prend 6 fois plus de temps que l'avion. Donc je suis méchant en disant que c'est des crevards, mais en gros, c'est des gens pour qui ils n'ont aucune valeur de leur temps. Et le plus important, c'est le coût. Donc ça, c'est la première section. On va dire que ça représente, je ne sais pas combien ça représente, mais on va dire que ça représente 10% des gens, par exemple. Ensuite, la deuxième et la plus grosse section, c'est la classe moyenne. La classe moyenne, c'est toujours le rapport entre qualité-prix, et c'est des gens qui vont toujours essayer de comparer les deux. Et ça, la majorité des gens rentrent dedans, tu vois. Donc c'est bon, ok, Apple, c'est cher Apple, donc je vais plutôt prendre un Samsung parce que en fait, globalement, j'ai pas besoin des fonctionnalités d'Apple, tu vois. Et au-dessus, pour moi, tu as le haut de gamme. Et donc, le haut de gamme, ça représente quand même une partie assez importante. Moi, je sais que je me rentre dedans. C'est une personne qui va se dire, je suis OK avec le fait de payer plus cher, 20%, 30%, même 2 fois plus cher que les gens, pour avoir un produit qui, moi, va mieux me correspondre, qui va être un peu plus joli, qui, marketingement, va être meilleur. Tu vois. Et ça représente une part assez importante, je pense, de la population mondiale. Et je comprends beaucoup mieux ce truc-là. Et je pense que les entreprises qui s'adressent justement à des clients haut de gamme ont des meilleures marges. On le voit avec Apple, ont également, tu vois, sont plus protégés parce que justement, tu vois, quelqu'un qui achète un Samsung, demain, il y a Xiaomi qui propose le même téléphone, la personne, elle va switcher parce qu'elle est dans cette catégorie où, en fait, ce qui compte, c'est rapport qualité-prix. Moi, quand j'ai acheté l'Apple Watch, j'ai pas regardé un comparatif des meilleures montres sur le marché. Je me suis dit, j'aime Apple. Ah, Apple, ils font une watch. Bingo, c'est acheté, tu vois. Et donc, OK. j'aime aussi me dire que je suis investi dans des boîtes qui, justement, sont un peu plus, tu vois, sur ce segment de marché qui, pour moi, est très profitable, et notamment des boîtes qui arrivent à créer Mais justement cette image de marque qui font que les gens continuent d'acheter, quoi, tu vois. je pense que, je crois savoir pourquoi tu n'aimes pas, enfin, les produits de LVMH ou de Hermès ou quoi. Parce qu'on n'a pas la même mentalité, de réflexion. Notamment, en Chine, au Japon, en Corée du Sud. Ils ont une valeur, ils mettent leur valeur sur Sur ce le qu'ils sont, paraître, quoi, sur le sur ce luxe, qu'ils font, sur du paraître. Et donc on n'a pas la même chose. Mais je voulais venir justement ouais. pour changer un peu de sujet. Les pays émergents, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu investis dans les pays émergents? Est-ce que tu as des actions des pays émergents? Alors, moi, je suis plutôt contre. Mais comme je t'ai dit, déjà, je n'étais même pas en Europe, tu vois, j'étais déjà aux États-Unis. Donc, pour moi, il faut y aller vraiment étape par étape. Donc, de manière générale, l'Europe sous-performe les États-Unis, les pays émergents sous-performent aussi, du coup, les autres marchés depuis un petit moment maintenant. Donc, il y a des périodes dans l'histoire, on peut toujours trouver des périodes dans l'histoire où les marchés émergents, en effet, ont fait mieux. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre déjà sur l'histoire des marchés émergents, c'est déjà, beaucoup de gens, je pense, se trompent, c'est-à-dire qu'ils disent, ah ouais, mais tout ton portefeuille est aux États-Unis. Bah non, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises du S&P 500, elles font plus de 50% de leurs ventes en dehors des États-Unis. Donc, en fait, quand tu achètes Google, bah, on le voit bien, quand tu es en France, tu utilises les produits de Google, tu utilises Apple, tu utilises Amazon, tu utilises. En fait, tous ces. Tu vois, elles sont situées aux États-Unis. Donc, ça, c'est l'endroit où est située leur activité principale. Mais, et d'ailleurs, c'est un des critères, je ne sais pas si tu as vu sur mon système, j'ai un critère, quel est le pourcentage de vente qui est réalisé à l'international. Donc, c'est-à-dire, je Mmh. prends une entreprise et je vais regarder où est-ce qu'elle fait le plus de ventes et je regarde si elle fait d'autres ventes dans d'autres pays. Pourquoi j'aime les entreprises qui font des ventes à l'international? C'est parce que si jamais il y a un problème dans le pays en question, je ne sais pas, il y a une nouvelle régulation, il y a des taxes plus élevées aux États-Unis, il y a un dollar qui chute, etc. Ben, l'entreprise, elle se dit, c'est pas grave, de toute façon, j'ai 50% de mes ventes qui sont dans d'autres pays, qui ont d'autres législations. Un exemple célèbre que je donne souvent, c'est l'exemple de Altria et de Philip Morris. Philip Morris se vend 2 fois plus cher qu'Altria. Donc les deux font du tabac. Et d'ailleurs, les deux à la base étaient la même entreprise. Mais Altria a récupéré du coup la partie États-Unis de Philip Morris. Et Philip Morris vend partout sauf aux États-Unis. Et du coup, pourquoi Philip Morris se vend 2 fois plus cher qu'Altria? C'est parce que, bon, non seulement parce qu'ils ont beaucoup progressé sur la partie cigarette électronique, enfin, c'est pas vraiment une cigarette électronique, mais voilà, cigarette tabac chauffant, mais également parce qu'en fait, tu as plein de pays différents. Et donc, du coup, tu as un risque qui est bien diminué par rapport aux États-Unis, surtout que la cigarette, on le sait, c'est un produit hautement régulé. Et donc, aux États-Unis, il peut y avoir une nouvelle loi qui fait sauter énormément de business à Altria. Alors que Philip Morris, s'il y a une nouvelle loi en France, bah, c'est pas forcément la même loi en Espagne, c'est pas forcément la même loi en Italie, etc. Donc, tu vois, je trouve que les pays développés, c'est intéressant et je les rajoute à, tu vois, je m'ouvre petit à petit, je regarde un petit peu les notes, mais je pense qu'il faut faire très attention. J'ai lu notamment le livre, par exemple, d'un investisseur indien et il expliquait qu'en Inde, en fait, le premier truc que tu dois faire, c'est te dire, est-ce que les chiffres sont vrais? Parce qu'en fait, il y a genre 40% des chiffres qui sont faux, tu vois. Enfin, un chiffre, tu vois, il disait, c'est incroyable le nombre d'entreprises qui pipotent leur truc. Et malheureusement, en Inde, ils n'ont pas encore un système aussi robuste, par exemple, que les États-Unis pour vérifier en fait la véracité des chiffres.
Donc là aussi, faire attention parce que si tu es small cap, tu te dis, ben, je vais chercher la meilleure boîte et en fait, tu achètes une boîte, tu sais pas le business. Ça se trouve, les chiffres, ils sont pipeaux, tu vois, parce que tu es dans un pays un peu le Brésil. Enfin, je suis désolé, mais tu vois, c'est le genre de pays, ils sont émergents. Mais alors, déjà, ils sont émergents. Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'ils sont émergents. Donc, déjà, moi, j'ai un petit souci avec ça. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, tu vois, Ils ont du mal à sortir de l'eau. ils ont du mal à sortir ils ont du mal à émerger, tu vois, certains. Voilà. Et puis, on le voit en Chine, tu vois, la Chine, il y a 2-3 ans de ça, tout le monde disait, mais c'est le miracle chinois, ils ont une croissance infinie, ils n'ont aucun problème, ils vont dépasser les États-Unis. Bon, on voit ce qui s'est passé, tu vois, on a eu un écroulement de plein de choses. Donc, moi, je J'attends dis juste toujours les attention. investisseurs d'Alibaba. Voilà, petite dédicace, en effet, bah non, moi j'en ai aussi acheté du Baba, du Tencent parce que je trouvais que c'était assez solide, mais on voit que dans certains pays, en fait, je pense qu'il y a il y a un vrai discount rate, il y a un vrai inconvénient important à prendre en compte le pays dans lequel est l'entreprise parce que, à nouveau, on n'est pas dans des pays qui sont pro-entreprise comme peuvent l'être les États-Unis et même l'Europe n'est pas pro-entreprise. Je suis désolé, mais quand en 2020, tu as une coupure de dividendes qui est imposée par l'État, bah, c'est encore une preuve que tu as mieux fait d'avoir des entreprises américaines qui, elles, ne vont pas se taper une régulation comme ça qui va interdire de verser de l'argent aux actionnaires, contrairement en France où il y a ça. Donc, pareil, moi, si j'investis dans une entreprise française, bah, je dirais il y a l'inconvénient que la France, ben, il y a plus d'impôts et il peut y avoir plus de taxes. Donc, tu vois, chaque pays a ses spécificités. Et à nouveau, je pense qu'il faut être spécialiste et pas s'ouvrir trop vite. Si tu me dis j'investis dans les actions brésiliennes, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu maîtrises ce marché-là? Est-ce que tu es déjà allé au Brésil? Est-ce que tu sais comment ça fonctionne réellement sur le terrain? Tu vois? Et tu vois, moi, je suis très familier avec les États-Unis. Je suis allé 6 fois aux États-Unis. J'utilise que des logiciels américains. J'écoute énormément de news en anglais. Donc, tu vois, je suis suffisamment à l'aise pour m'intéresser à ce marché-là. Je pourrais, par exemple, tu vois, acheter des boîtes à Maurice parce que je viens souvent à Maurice et je vois un peu comment ça fonctionne. Et encore, tu vois, c'est des marchés très particuliers sur les îles. C'est une toute petite bourse. Mais tu vois, voilà. Donc, à nouveau, Oui, je vois ce que tu veux on dire. revient sur le cercle de compétences. Marché émergent, est-ce que tu maîtrises? Et si tu maîtrises pas, bon, dans ce cas-là, ok, ben, un ETF, tu vois. Tu prends un ETF. Bah, ouais. Du coup, oui, il vaut mieux en fait passer par des boîtes typiquement comme Starbucks, qui doit avoir 15-20% de son chiffre d'affaires en Chine. Et ça te permet de t'exposer justement à ces marchés-là plutôt que directement aller acheter une entreprise comme ça qui est exposée aux lois et aux réglementations. Je pense qu'on est assez d'accord. Ou un ETF. Et là, je pense que tu vois où je veux en venir. Les ETF, parlons-en. Le Parlons-en. sujet. Dis-moi quelle est ta répartition aujourd'hui alors entre actions individuelles et ETF? Alors, moi, j'ai un socle actif, donc à peu près 50% d'actions orientées qualité avec versement de dividendes croissants. Le but, c'est d'avoir entre guillemets une rente, même si on peut revenir sur cette notion de rente, notamment avec les dividendes. Mais en tout cas, le but, c'est d'avoir des revenus constants. Et la deuxième partie, qui est plutôt valorisation de patrimoine, avec les ETF, donc des ETF bien diversifiés. Donc là, je me casse vraiment pas la tête. J'ai pas une diversification particulière sur les ETF. Donc je peux le dire ici, 80% de MSCI World et 20% de marché émergent, simplement pour juste recopier la performance du marché mondial, avec une petite touche un petit peu plus de marché émergent, puisque la répartition globale, c'est 10% normalement. Donc Ok, voilà, intéressant. mon but, c'est. Ouais, tu allais dire? Non, non, intéressant. Je disais, et tu as préféré ça parce que moi, tu vois, je réfléchis aussi à qu'est-ce que je pourrais recommander comme ETF. Et c'est vrai que j'aime bien l'idée de recommander un ETF unique. Tu vois, parce que je trouve que pour quelqu'un qui veut faire des ETF, de manière générale, quelqu'un qui veut faire des ETF, c'est quelqu'un qui veut pas trop se prendre la tête. Du coup, s'il veut pas trop se prendre la tête, le côté de faire des répartitions, de dire ah oui, attends, je suis à 20% maintenant, tu vois. Donc, ma question là qui me vient à l'esprit quand tu me dis ça, que tu as fait 80 World et 20% du coup émergent, tu as pensé, tu as regardé tout ce qui était ACWI, tu trouvais que c'était moins Ouais. intéressant Euh, sur les frais alors, peut-être? c'est plus pour le PEA, puisque le AQI n'est pas disponible sur PEA. Et donc là, en fait, j'ai blindé mon PEA avec ces deux ETF-là. En tout cas, j'ai mis 50% de mon portefeuille sur ces ETF-là parce que ça me permet simplement d'être exposé à tout le marché de manière en plus pratique parce que au niveau des frais, notamment, c'est pas forcément très élevé. Il y a une bonne diversification. C'est assez simple à gérer. Donc, franchement, j'ai préféré ça plutôt que. Il y a des personnes qui vont essayer d'avoir une stratégie de surperformance sur les ETF. Je suis pas forcément OK avec ça. Enfin, je le ferai pas personnellement de mon côté. Et je vais y arriver. Je cherche plus
à avoir de la surperformance avec mes actions, Avec tes actions, mmh. non, mais je comprends, je comprends. Il y a quelques paramètres intéressants sur les ETF de surperformance, de smart beta. J'ai pas suffisamment creusé le sujet. J'étais un peu déçu parce que des fois, moi, je trouve des ETF qui surperforment, mais des fois, ils sont pas toujours disponibles à l'achat. Tu vois, je pense au MSCI World Quality, dans sa version pure, il est pas possible. Il existe qu'en secteur neutral, qui est une version un peu particulière. Automatiquement, bah, tu as peut-être un peu plus de frais parce que c'est du smart beta. Tu vas potentiellement avoir ouais, un peu moins d'encours. Donc, c'est vrai que ça peut créer, il va peut-être pas être éligible au PEA. Tu vois, ça va créer en effet des fois des complexités. Et pour quelqu'un, en effet, enfin moi de toute façon, quelqu'un qui me dit je veux faire des ETF, je veux pas me prendre la tête. En effet, et d'ailleurs, je tiens à le préciser parce que du coup maintenant on m'associe beaucoup à anti-ETF. En fait, non, moi mon discours c'est juste de dire je suis pro ETF. Je trouve que c'est génial et quelqu'un qui me dit j'investis en bourse via des ETF, je lui dis bah mec bravo, tu as fait ce que 90% des gens ne font pas. Tu fais ton DCA sur des ETF. Je trouve que c'est un produit extrêmement simple. C'est parfait pour la grande majorité des gens. Maintenant, là où je suis pas d'accord, c'est les personnes qui te disent que c'est impossible de faire mieux et que tu es stupide et bête d'essayer de sélectionner tes propres actions. Et c'est là, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que c'est faux. Et là, on a plein de données qui montrent que il y a évidemment plein de bons gérants, les bons gérants, parce qu'évidemment, c'est facile de prendre les mauvais gérants de portefeuille qui ont 150 actions, qui font n'importe quoi, qui ont 80% de turnover sur leur portfolio et de dire regardez, les gérants font de la merde. Oui, non, mais c'est comme si tu, je sais pas, tu prenais des entreprises, toutes les entreprises françaises, puis tu prenais celles qui sont en train de faire faillite ou qui font n'importe quoi, et tu dis, mais regardez, elles font faillite. Oui, non, bon. Donc, je pense qu'il y a vraiment une question de comprendre un peu les bonnes stratégies et qu'est-ce que font du coup les bons gestionnaires de patrimoine, comment ils font pour vraiment surperformer le marché et comment c'est possible, avec Et notamment des ouais. stratégies, par exemple, le quality growth. Et qu'est-ce que ça peut rapporter concrètement par rapport au temps que ça demande. Et c'est là aussi, il y a un arbitrage à faire, c'est-à-dire que ça prend quand même beaucoup de temps d'aller chercher cette surperformance de, par exemple, 2% par an sur un S&P 500. Et donc, il y a une vraie question. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec la méthode Trident, c'est que j'essaie de rendre plus accessible cette surperformance, puisque je dis aux gens, bah, finalement, vous allez pouvoir rejoindre la méthode Trident, comprendre le système, mais ensuite, c'est moi qui vais faire tout le travail d'analyse, de recherche, etc., pour que vous vous donnez cette surperformance de 2%. Et c'est vraiment mon engagement, tu vois, parce que moi, j'ai pas vraiment d'intérêt à exister si je suis pas capable de proposer mieux qu'un ETF. Parce que finalement, tu peux faire la même chose. Bah, en fait, tout ce que je dis, ça sert à rien. Du coup, tu vois ce que je veux dire? Autant, bah, tu achètes un ETF, tu fais pareil. Moi, pour l'instant, c'est le défi que je me suis lancé. Donc, à nouveau, ça fait 7 ans que j'investis en bourse, mais on va dire que ça fait seulement depuis janvier 2022 que je me sentais suffisamment confiant dans mes compétences pour dire je suis capable de battre le marché sur plusieurs périodes. Au tout début, je le sous-performais. Après, j'étais à peu près pareil et je le surperformais légèrement. Et là, du coup, j'ai décidé de lancer ce portefeuille donc en janvier 2022. Et l'objectif, il est clair, c'est de battre le S&P 500 sur les 5 prochaines années. Là, on a 13 mois qui se sont écoulés. Et pour l'instant, on est à. Bah, tu as dû voir les chiffres, on a une très, très belle surperformance. Euh, donc, on n'en est qu'au début. On est dans un marché haussier, donc c'est un peu trop facile. Tu vois, c'est pas suffisamment long pour valider la surperformance. Mais je pense qu'on est vraiment positionné sur des boîtes et je pense qu'on a toutes nos chances pour continuer cette surperformance. Surtout qu'on a pris beaucoup d'avance. Tu vois, on a fait 10% de surperformance jusqu'à présent par rapport au S&P 500. Donc, c'est-à-dire que même si tu vois, le S&P 500 commence à nous rattraper un peu, bah, on peut encore être à 5% de surperformance, sachant que l'objectif, à nouveau, je t'ai dit, c'est 2% par an. Et je pense que c'est quelque chose d'atteignable quand on a le bon système. Donc, à nouveau, soit on paye quelqu'un pour avoir ce bon système, soit on passe beaucoup de temps à avoir un bon système. Mais ce qui est sûr, c'est que, et je comprends les mecs qui critiquent, tu vois, les pro ETF qui vont critiquer le stock picking, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font du stock picking un peu n'importe comment. Tu vois, ils vont taper quelle est la meilleure entreprise à dividendes et ils vont acheter la première boîte qui sort. Ou ils vont acheter, tu vois, naturellement des boîtes. Mon grand-père, il m'a dit que Air Liquide, c'était super, donc j'achète Air Liquide. C'est rarement une stratégie comme ça de stock picking faite à l'arrache. Clairement, c'est très compliqué là, par contre, de surperformer les ETF, tu vois. Mais ouais, et j'aimerais revenir un petit peu justement là-dessus parce que je pense que tu te bases sur l'étude de Spiva qui dit que 90 ou 95% des gestionnaires de fonds ne battent pas l'indice de référence. Alors déjà, là-dessus, il y a plusieurs choses à dire. Je pense déjà que au niveau des gérants de fonds, ils ont des principes à respecter. Peut-être une stratégie de répartition à respecter, par Oui, exemple. par Donc exemple. Donc typiquement, ils pas être peuvent pas se focus sur concentrer et donc ouais, ouais, ils peuvent pas forcer. C'est impossible de surperformer le marché si tu as tout le marché en fait. Donc tu vois déjà. déjà, il y a déjà une Premier point, incohérence par rapport premier à point. ça. Donc on en est à un. On va les lister, tu vois, parce que franchement, il y a premier point. Donc ça fait déjà un point qui explique ça. Comme tu l'as dit, il y a des personnes effectivement qui vont choisir leurs actions au hasard, qui vont un petit peu ne pas forcément regarder ce qu'ils vont voir et puis surtout, ils vont pas forcément en fait ils vont pas forcément en fait faire le même travail chez eux. Donc je te prends typiquement un exemple.
Une personne qui est, analyste financier, il va faire plein de recherches sur son travail, il va être excellent dans son travail. Par contre, quand c'est lui qui va prendre ses propres décisions d'investissement, bah, ça va pas forcément être la même chose, ça va être même l'inverse de ce qu'il fait dans son travail. Et donc ça, effectivement, je l'ai vu à plusieurs reprises, mais je suis choqué de voir, par exemple, des personnes qui travaillent dans la finance, de voir la gestion de patrimoine qu'ils ont. C'est fou. Les mecs, Non, ils mais le sont, banquier, non, mais c'est l'arnaque absolue. C'est-à-dire que ton banquier est incapable de te donner des conseils alors que c'est lui que tu vas voir pour donner des conseils financiers. Déjà, il est souvent incapable. Souvent, il a même pas de placement financier. Et s'il en a, c'est des placements complètement pétés, tu vois, avec aucune structure, avec aucune réflexion. Donc, en effet, je suis d'accord avec toi. Après, l'argument des ETF, c'est de dire, mais regardez tous ces fonds qui ont des milliards sous gestion et qui ont énormément, justement, ceux qui ont Bloomberg, voilà, ils passent toute leur journée à analyser des boîtes et ils surperforment pas. Donc, tu l'as dit, premier, on a dit, bah, déjà, ils ont plein de normes qui font qu'ils sont extrêmement diversifiés. Donc, en effet, quand tu as 150 actions en portefeuille, je crois que c'est la moyenne des gérants de fonds, c'est très compliqué de faire mieux que le marché puisque tu as tellement de boîtes que voilà, c'est impossible. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo récemment de Xavier Delmas qui expliquait que sur leur top position, ils avaient justement des surperformances sur leurs plus fortes convictions. Donc, finalement, bah, la solution, elle est simple, hein, c'est de se concentrer sur ses plus fortes convictions, ce dont on a parlé, les entreprises auxquelles tu crois le plus en termes de quantité, qualité, avec un vrai process, quoi. Donc, déjà, la concentration, les frais, parce que je veux dire, souvent, ils prennent 1 à mmh, 2 de frais. Donc, c'est-à-dire que si tu prends 1 à 2 de frais, moi, tu vois, avec la méthode Trident, je ne prends pas 1 à 2 de frais. Je prends un frais fixe de 300 euros par an. Mais du coup, ça n'a rien à voir parce que si tu mets un petit peu d'argent, si tu mets du 500 euros par mois, 1000 euros par mois, très vite, ce 300 euros, il ne représente plus rien. Alors que quand tu prends 1 à 2 il faut surperformer de 1 à 2 chaque année juste pour être égal avec le S&P 500. Donc, déjà, très, très compliqué. Donc, ça, c'est le deuxième point, les frais. Ensuite, un truc dont on ne parle jamais, et je ne me rends pas trop compte quel impact ça peut avoir sur la performance, mais je pense que c'est monstrueux. mmh. Lorsqu'il y a une crise, qu'est-ce qui se passe? Bah, évidemment, les particuliers veulent retirer leur argent. C'est classique, c'est-à-dire que Covid, les gens disent oh là là, c'est grave. C'est le problème aussi quand tu es en gestionnaire de fonds, c'est que les gens ils confient leur argent à quelqu'un, ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Puis un jour, ils voient aux news merde, c'est en train de chuter, donc je vais demander à mon gestionnaire de me rendre mon argent. Qu'est-ce que fait le gestionnaire à ce moment-là? Bah, il n'a pas le choix. Lui, si ça se trouve, il a envie de garder ses positions, tu vois, dans ces belles sociétés. Mais il y a quelqu'un qui lui Vous avez demande liquidé. de retirer. Donc, qu'est-ce qu'il Mmh. fait? Bah, il vend. Il vend et donc il entraîne le marché vers la chute, tu vois? Et donc, il vend au pire moment possible, tu vois, ses positions. Alors, donc du coup, bah, il vend ses meilleures positions que lui, il aurait voulu garder, mais il est obligé, en fait, pour pouvoir avoir le cash et pour pouvoir payer la personne qui lui demande ses fonds. Donc, en fait, le gestionnaire est complètement dépendant de la mentalité des investisseurs qui sont dans son fonds. Donc, s'il a des très bons, tu vois, des mecs qui sont très calmes, etc., mais ce n'est pas le cas de 90% des gens, on le sait. Donc, du coup, il vend au pire moment. Et le pire, c'est que donc, du coup, après, il a plus d'argent, il a vendu ses meilleures positions. Le marché remonte. Et 2-3 ans plus tard, les gens disent ah, quand même, la bourse, c'est pas mal, je vais remettre des billes. Et là, ils remettent de l'argent et là, ils sont obligés de racheter des actions à des prix complètement délirants. Donc, juste ça, tu vois, juste ça en tant que particulier, de ne pas avoir cette pression et d'être capable de dire bah, pendant les chutes, moi, je suis confiant dans mes actions et je ne vais pas les vendre, je les garde. Je pense que, à nouveau, ça peut créer une énorme différence par rapport C'est à des ouais. gestionnaires de fonds. C'est ce que disait Xavier Delmas, en fait, notre principale ressource, c'est pas forcément qu'on sait analyser des actions, puisqu'il y a forcément des gens qui ont fait 5, 10 ans d'études et qui vont forcément avoir plus peut-être de ressources que nous. C'est plus dans l'idée d'avoir la vision long terme, en fait. Et ça, c'est crucial et c'est ce qui va nous faire Ouais, gagner, en fait, parce que tout le ouais. monde sur le marché a une vision qui est court terme. Et donc, en fait, simplement, si tu essayes, ne serait-ce que d'avoir une vision sur 5, 10, 15 ans, tu seras bien meilleur que la plupart des personnes parce que tu ne regardes pas les mêmes critères, tu n'es pas là pour la même période. Il y a vraiment de la création de valeur qui est faite dans la boîte, quoi. Et alors qu'à court terme, bah, c'est juste des écarts de valorisation qui se font Ouais, et donc puis c'est bien mieux. c'est une news ou c'est des mecs il y a aussi plein de traders qui cherchent à surfer des tendances, des bulles spéculatives. Mais tu as tout à fait raison de le dire. En fait, on l'oublie trop souvent, mais à 50%, là, on a beaucoup parlé d'analyse, donc du coup, de faire ce travail d'analyse. Et ça, il y a pas mal de gens qui peuvent le faire une fois que tu as les moyens et que tu as les connaissances, même si ça peut être assez compliqué. Et ensuite, il y a 50%, ce que les Anglais appellent le temperament, le mental, en fait. Et c'est une part tellement importante. Et comme tu dis, là, aujourd'hui, tout le monde est chaud sur Meta. Tout le monde dit, waouh, Meta, c'est incroyable comme boîte. Il y a un an en arrière, tout le monde disait, c'est n'importe quoi. Zuckerberg, tu vois, il va faire couler la boîte. Donc, c'est fou comme les gens ne réfléchissent pas en effet en bourse sur le long terme. Et donc, il y a vraiment des tendances comme ça qui créent des opportunités pour les gens qui sont capables de penser sur le long terme. Et moi, j'aime beaucoup regarder, typiquement, tu as des sites comme Dataroma, tu vois, qui vont te lister en fait les portefeuilles des plus grands investisseurs. Et moi, ce que j'adore, c'est ceux qui justement n'ont pas beaucoup d'activité en fait. Parce que la patience et l'inactivité en bourse, tu vois, l'inactivité dans la majorité des Mmh. choses de la vie, c'est une mauvaise chose, mais en bourse, c'est un très bon signe. Parce que l'inactivité, ça prouve que tu as fait ton travail en amont, tu as acheté ta boîte
et maintenant tu laisses la thèse se développer et tu ne vas pas sans arrêt te dire « Ah ben non, en fait, il y a cette boîte qui est mieux, il y a cette boîte qui est mieux ». Non, c'est vraiment super important de bien réfléchir en amont et une fois que tu as pris une Mmh. décision, de ne vendre que sous certaines conditions très spécifiques, mais ne pas vendre sans arrêt, tu vois. Et c'est vrai que je suis effaré, et je pense, on a regardé un peu le même site, donc j'ai regardé Terry Smith. Je vois, c'est plutôt calme et je vois, par contre d'autres fonds. Mais Ouais. waouh! En un trimestre, le mec, il a fait un rebalancing complet du portefeuille et c'est ça aussi qui, je pense c'est un Tu vrai te dis, les aussi mecs, ils ont des argument un peu. milliards, ils ont des milliards sous gestion, donc ils Mmh, doivent déplacer des sommes monstrueuses. Du coup, générer aussi des frais qui sont monstrueux parce que, je c'est veux dire, ça. quand tu vends des milliards d'actions, tu rachètes des milliards d'actions, et je veux dire, ils ont pas les bonnes incentives et tu vois, ça fait 50 ans que Buffett, il dit que le milieu financier est pourri. Enfin, de manière générale, il y a vraiment beaucoup de gens qui font n'importe quoi et écoute, pourquoi les gens ne changent pas? Je sais pas, tu vois? Et comme disait, Xavier dans sa vidéo, je pense qu'il y a aussi pas beaucoup d'incitation, à faire mieux, à faire différent du marché parce que finalement, quand tu es dans un milieu avec plein d'autres gens, tu vois, tu veux pas forcément sortir du lot, tu veux pas forcément dire: «Ah ben moi, je préfère cette boîte-là». Donc et souvent, ceux qui font mieux, bah, c'est des gens qui décident de vraiment sortir complètement du système. Tu vois, un Warren Buffett, il n'est pas allé à New York, justement, où il y avait tous les traders, il est resté dans sa petite ville d'Omaha. Et il a aussi décidé de créer une entreprise qui était cotée plutôt que d'avoir un fonds. Et en fait, le fait d'avoir une entreprise cotée, ce qui est génial avec Berkshire, c'est que même si les entreprises vendent l'action, eh bien, lui, il n'a pas besoin de liquider ses positions. Donc, il garde le contrôle sur ses positions. Et là, on l'a dit, c'est un facteur qui est super important pour la surperformance. Parfait. Bah, écoute, moi, je suis arrivé au bout de toutes mes questions. C'était un super podcast. Je pense que les personnes qui m'écoutaient, ont dû apprécier. Donc, Ouais, merci franchement, d'être venu. super échange. Merci à toi, Thib, pour toutes ces belles questions. Et ouais, les ETF, du coup, qu'on soit clair, moi, tu vois, je continue de penser que Ouais. c'est une super solution. Et tu vois, je pense que c'est vraiment une partie des gens qui sont vraiment passionnés par la bourse, qui vont chercher à faire cette optimisation. Je terminerai avec cette analogie que j'aimais bien donner. Je ne sais pas si toi, tu avais ça. Tu es plus jeune que moi aussi. Tu n'as peut-être pas connu tu sais, moi, j'ai acheté des ordis pour faire du gaming et ça existe encore un peu aujourd'hui. Et tu vois, tu avais Oui, trois c'est solutions quand tu achètes un ordi. OK. Soit tu achètes l'ordi monté, tu vois, et imaginons, il va te coûter 1 000 € par exemple, tu vois. Donc, tu achètes voilà, un ordi monté dans un supermarché ou chez un revendeur. Et il va avoir des performances tout à fait correctes et tu vois, il va plutôt bien faire le taf. Ensuite, tu as une autre solution, c'est de monter toi-même ton ordi. Et si tu montes toi-même ton ordi, ça va te revenir moins cher et tu vas pouvoir mettre les meilleurs composants que toi tu veux, tu vois. C'est-à-dire que tu vas pouvoir vraiment le personnaliser. Donc, par exemple, ça va te coûter que 800 €. Ça va te coûter 20% moins cher de créer ton ordi et il sera plus personnalisé, il aura vraiment les boîtes que tu veux, etc. Par contre, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que si tu ne connais pas, tu achètes une unité centrale et que tu mets la carte graphique à l'endroit où il faut mettre le processeur, tu peux perdre complètement tes 800 €, tu vois. Et donc là, te retrouver à zéro et te dire, ah ben, j'étais bête, j'aurais mieux fait d'acheter un ordi qui était déjà monté. Et la dernière solution qui est entre les deux et dont peu de gens parlent, c'est tu payes un gars qui est spécialiste et qui va te monter un ordi. Et là, pour moi, tu as un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être un expert toi-même dans le fait de monter un ordi. Tu as les composants que tu veux, des composants qui sont moins chers. Ça te revient globalement moins cher, même si tu payes en effet le travail d'expertise de la personne qui t'a monté l'ordi. Et donc, tu vas t'en tirer à 900 € par exemple ou 850 €. Et tu vas avoir un ordi aussi bien qu'à 800 sans avoir eu besoin de passer tout le temps qu'a passé le mec qui a monté l'ordi lui-même. Et en plus, lui, vu qu'il le fait à la chaîne, il connaît bien, etc. Et donc, toute cette analogie pour dire, voilà, moi, c'est la manière dont je vois les ETF, les actions individuelles, donc créer son propre portefeuille et utiliser les services de quelqu'un pour créer son propre portefeuille. Tu vois. Donc, à nouveau, l'ordi monté, pour moi, c'est les ETF. C'est parfait. Mais il va y avoir, en termes de critique que je peux faire aux ETF, c'est que ça ne sera pas tout à fait les meilleurs composants. Il peut y avoir des surpondérations qui ne sont pas forcément justifiées. À nouveau, ce qu'il faut comprendre dans un ETF, tu vois, je me faisais la réflexion parce que tu sais, j'analyse toutes les boîtes qui sont les plus capitalisées en ce moment. Et en fait, un truc de fou, c'est que tu te rends compte qu'il y a des boîtes qui ont beaucoup de market cap, donc ça veut dire qu'elles ont une place très importante dans les ETF. Et je suis désolé, mais c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et du coup, tu te dis, je vais prendre un exemple pour que ça soit un peu plus parlant. Je vais essayer de prendre une boîte où ça m'avait vraiment choqué. On va essayer de prendre, par exemple, est-ce qu'on n'a pas voilà, un Verizon, par exemple. Verizon. On est à 9% de sous-performance donc par an par rapport au S&P 500. On a voilà, des mauvaises marges. On a un business qui n'a plus aucune croissance, etc. Pourtant, c'est la 56e plus grande entreprise du monde. Donc, dans un ETF,
cette boîte, bah, elle va avoir la position de numéro 56 si tu as un ETF MSCI World, par exemple. Tu vois. Donc, tu vas avoir une pondération assez importante. Et tu vas avoir une pondération, par exemple, plus importante dans Verizon que tu vas avoir, par exemple, si je descends un petit peu, que dans S&P Global. Tu vois, une entreprise que j'ai en portefeuille que je considère mais Ah, c'est 100 comme tu fois l'as dit, mieux. hein, il y a du bon, il y a du bon et du moins bon, quoi. Il y a du bon et du moins bon dans un ETF. Et donc, je pense quand même qu'il y a moyen de, à nouveau, enlever les mauvais composants finalement qu'il peut y avoir dans un ETF en se disant, bon, bah ça, parce qu'à nouveau, vraiment, si je te pose la question aujourd'hui, quelle est la chance sur les 10 prochaines années que Verizon fasse une meilleure performance que S&P Global? Moi, je suis prêt à parier beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que j'achète des actions individuelles. C'est parce que je me dis, mais c'est sûr que cette action-là, cette entreprise-là, S&P Global, qui fait de la data financière, qui a des douves incroyables, elle va pouvoir faire mieux que Verizon, qui est une entreprise vieillissante, qui fait du network. Donc, tu vois, qui a des réseaux de communication. Donc, j'en suis tellement convaincu que je suis prêt à mettre mon argent là où est ma croyance et donc aller chercher justement dans un ETF un peu les meilleures positions. Mais je suis d'accord avec toi, pour se sécuriser, pour pas se prendre la tête et pour vraiment avoir une diversification globale, les ETF sont une super solution. Et donc, voilà, ça va dépendre un Ah, petit peu tu pourras qui on revenir veut. si tu veux, si tu veux avoir ce débat en plus en profondeur. Ben ouais, Avec ouais, tu plaisir. vois, je relance, tu me connais, hein, je relance, j'adore les discussions comme ça. J'espère qu'on n'était pas trop long et que ça a plu aux gens en tout cas et qu'on a pu bien exposer tout ça. Et ouais, grave, avec plaisir pour revenir. Si tu as d'autres sujets ou si tu veux confronter d'autres points de vue, grave. Super. Bah écoute, merci Roman. Merci à toi Thibaut, au plaisir.